Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News, mon ami Jerry, présenté par G-Solution Fissure. Infiltration d'eau, ça c'est pas le fun. Vous avez une fissure dans votre fondation. Faites confiance à cette équipe-là qui est tout à fait extraordinaire. G-Solution Fissure sont accrédités CA Habitation. Ils desservent la grande région de Québec, la Montérégie. Donc, vous avez un problème, eux autres, ils ont la solution. T'sais, on parle d'époxy, on parle de coulis de ciment, on parle d'injection. Ils vont réparer votre fissure, puis vous n'aurez plus de problème. C'est super le fun. On peut les rejoindre à 1-833-FISSURE. OK, Mr. White me dit, Radio Pirate News, je dois faire un petit spécial PSPP. Donc, my God, j'ai jamais pensé que Mr. White avait un attrait pour PSPP. Je sais pas si c'est un attrait, mais je sais juste qu'on a entendu parler de lui toute la semaine passée et encore en fin de semaine. Parce que là, lui, son dossier, ben là, j'imagine que son dossier commence à être fermé un peu. Là. Mais mettons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, dans le sens que il est passé à Tout le monde en parle hier pour clore un peu la patente. Encore? Okay. Non, oui, il était encore là. Puis moi, j'ai trouvé toujours le même monde quand même. Oh, oui, ça tourne, c'est assez prévisible. Ça tourne toujours autour de la même patente. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle cette semaine, j'ai trouvé que ça a pris une tournure intéressante à un moment donné. C'est parce que là, n'oubliez pas que ça a commencé quand El Bozop a nommé Mark Miller au ministère de la Culture. Oui. Et moi, je ne me rappelais pas que Mark Miller avait été aussi au ministère de l'Immigration. Sous Trudeau. Ça a bien été. Fait que au départ, lui, il est là. Et là, le milieu culturel québécois, c'est-à-dire l'industrie du film, l'industrie de la musique et tout ça, mettent des tweets pour saluer l'arrivée de ce gars-là. Puis PSPP n'a pas aimé ça. C'est ça qui l'a piqué. Il a dit, ouais, là, me semble que Trudeau a assez fait de choses contre le Québec, puis tout ça, puis vis-à-vis de la culture, puis tout ça. On n'a pas à saluer ce gars-là qui vient d'arriver, puis qu'en plus, que Miller avait fait une déclaration, comme le fait qu'il était un peu tanné d'entendre parler de toute la patente francophone là, du français au Québec. Que le français était comme en perdition, puis que il y a de moins en moins de personnes qui parlaient français à la maison, etc. Ouais, mais lui, il avait dit comme qu'il était comme tanné d'en entendre parler. T'sais. Exact. Puis, encore là, ben, ça a piqué PSPP. Puis, écoute, jusqu'à un certain point, avec raison. Là. Et là, PSPP passe à Patrice Roy. OK? Je te dirais que pour qu'il s'explique là-dessus. Et là, on peut écouter, ça dure une couple de minutes, mais je t'ai gardé un peu pour te donner l'ambiance de cette entrevue-là. Puis, on va commencer par écouter ça. OK, donc c'est vraiment un spécial PSPP, là. C'est un spécial PSPP. Wow! OK, on y va. Donc, bien s'entendre avec un ministre, pour vous, c'est être déloyal avec le Québec. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ben, je viens de dire qu'il y a une nuance entre faire des demandes et exercer une vigilance en disant « vous êtes en train de nous détruire sur le plan culturel et linguistique ». Il y a une différence entre ça et faire l'éloge et les louanges en détachement complet de notre déclin et de la réalité. C'est comme un appel à la réalité pour ces intervenants qui, je le comprends, ont un travail de lobby, là, d'aller chercher les subventions puis ces sommes-là. Mais je suis obligé de vous rappeler, M. Roy, c'est notre argent. Oui. Mais pas Pierre Plamondon, vous dites des louanges. Là, c'est vous qui débordez un peu des mots, à moins que j'ai manqué des... Puis je les ai tous lus, tous les communiqués. C'est des communiqués polis qui disent merci d'être là, puis on souhaite bien collaborer, et, etc., etc. Je dis, en quoi? Est-ce que c'est du croix ou meurt? Vous voudriez qu'il soit constamment en guerre avec le gouvernement fédéral pour montrer que c'est des vrais Québécois? Ça, c'est vos paroles, M. Roy. Non, c'est une question. Ce que je vous réitère, non, puis votre question est une affirmation. Et ce que je vous réitère, c'est que si un régime travaille à l'affaiblissement et au déclin de notre régime culturel, les représentants du régime culturel au Québec doivent être loyaux envers cet écosystème culturel en français qui est mal en point, et donc avoir
des propos qui sont connectés minimalement à la réalité. Mais on est encore dans un régime, aux dernières nouvelles fédérales, Paul Saint-Pierre Plamondon, et les gens de la culture vous disent aujourd'hui, tous en chœur, un instant, là, de se faire dire qu'on est déloyal pour le Québec parce qu'on a donné dans un communiqué « Bonne chance, Monsieur le ministre, on est content que vous soyez là », c'est peut-être fort en café. Est-ce que c'est une société... C'est eux qui posent la question, et je vous la pose. Est-ce que c'est une société dans laquelle on veut vivre aussi? De marcher au pas, sinon, bye-bye. À nouveau, ce sont vos propos, M. Roy. C'est parce que je ne peux pas passer toute une entrevue à me défendre de propos que vous inventez. Je réitère ce que je viens de dire, que ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. J'ai pas dit bye-bye à personne. Je viens de leur dire qu'on va se rencontrer, mais que la critique que j'énonce, elle est absolument nécessaire. OK. Bon, il y a des choses qu'on avait commencé à se passer, on va le redire. OK? Oui. C'est important de le mettre... Moi, je pense que les artistes, peu importe s'ils sont souverainistes ou non, les artistes, avant tout, ce sont des putains. OK? C'est ça. C'est des gens qui sont... Des peu de subvention. C'est des gens qui ne sont pas des gens indépendants. Donc, dans la réalité, si un artiste n'a pas besoin d'un gouvernement ou d'un autre, donc s'il n'y a pas besoin d'un gouvernement ou de deux gouvernements, s'il vit de son art, s'il vit de son talent, et qu'il est indépendant économiquement de un ou l'autre de ces gouvernements-là, ben lui, qui est nommé le ministre de la Culture, il s'en contre-calisse. Au provincial et au fédéral. Mais quand vous avez un genre de semblant de star system, c'est ça, d'artistes sans talent, qui sont en vie et qui ont une carrière seulement et uniquement parce qu'il y a un système de financement qui est lié à des subventions, des crédits d'impôt, Radio-Canada, regarde, tout ce que vous voulez, là. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont passer au-delà de leur instinct le plus important, c'est-à-dire, mettons que c'est la souveraineté du Québec. Eux autres, là, dans leur maison, avec leurs conjoints, avec leurs amis, avec leurs enfants, c'en est une obsession. Mais pour amener du spaghetti avec des boulettes sur la table, là, s'il faut qu'ils disent merci, mon oncle, au ministre de la Culture fédérale, exact. Ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est ça. OK? Moi, je dis souvent, il faut viser à être très riche dans la vie, non pas pour avoir un jet privé, non pas pour avoir une maison de 10 000 pieds carrés à une place, puis un chalet de 5 millions à une autre place. C'est pas... La vraie raison pour être riche, là, c'est d'être indépendant pour vrai. Là. OK? Ça, c'est le plus gros des problèmes de toute cette histoire-là. Le bug, là, le bug numéro 1, c'est lui. OK? D'ailleurs, j'ai envie de vous faire entendre, je ne sais pas si tu me regarde, je n'avais pas prévu faire ça, là, mais vu qu'on est à Radio Pirate, on peut faire ce genre de patente-là, je vais te faire entendre le mari à Véro, là. Oui, Morissette. Louis Morissette, OK? Parce que Louis Morissette, c'est un peu ça, là, qui explique, là. Oh, oui. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce qui est arrivé avec PSPP, j'en ai aucune idée. Oui, il me semble que oui. OK, il est dans un podcast et il parle que si on prend pas on prend pas les bonnes décisions, on va tous crever, OK? Donc, c'est un peu en lien avec ça, mais je ne sais pas si c'est directement lié à l'actualité de la semaine passée, mais ça s'encadre bien là-dedans, OK? On y va. Canada anglais, elle n'a rien à crisser de la culture québécoise. Eux autres, ils n'en ont pas de culture canadienne. C'est très mince. C'est la culture américaine. Fait que si tu leur dis, il faudrait mettre un frein aux Américains, ils sont comme, non, moi, je vais regarder Stranger Things, là, je m'en sers de ton affaire. Ce qui fait que le Québec va devoir prendre sa souveraineté culturelle en main puis investir massivement pour sauver ça. Est-ce que le gouvernement va vouloir le faire? S'ils le font pas, on va tranquillement disparaître. Ça va rester anecdotique. C'est quand on l'aura pu qu'on va réaliser que c'était le fun de l'avoir. Donc, lui, c'est un peu... C'est pas lié, là. Ce que je comprends, là, c'est pas lié avec ce qui s'est passé la semaine passée, mais ça explique bien ce que je viens de vous expliquer, là.
c'est que lui, il crisserait le fédéral là, puis il dirait amenez tout l'argent au provincial, puis le provincial va sauvegarder notre milieu, va sauvegarder notre culture, va sauvegarder notre art, sauvegarder ce qu'on fait, les émissions de TV, des disques, des patentes. On va payer pour ça, puis on a besoin de le faire parce que si jamais on ne le fait pas, bien, on va s'en ennuyer après, puis on va se rendre compte qu'on aurait dû le garder. Mais c'est des gens qui sont dépendants. C'est leur plus gros problème. C'est le plus gros problème. Hey, vous avez un gars qui est extrêmement riche. Vous avez Louis Morissette qui est extrêmement riche, probablement un des artistes les plus riches. Je ne sais pas s'il est artiste encore. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Oh, il fait de la réalisation de producteur. Okay. Et vous avez sa blonde qui est productrice, puis qui fait de la radio, puis qui fait des shows de TV de temps en temps, puis des affaires. Puis probablement ce qui s'est bâti une fortune où elle a pu mettre de côté une vingtaine ou une trentaine de millions de dollars. Puis regarde, bravo pour eux. Mais ils sont encore à la même place. Ils sont encore dans s'il y en a un qui ne devrait pas être en train de béguer pour ces histoires, puis je comprends que lui, il le fait pour une forme plus identitaire. Mais c'est relié à ça, pareil. Ouais. C'est relié à cette affaire-là, pareil. Donc, imaginez-vous ça, là. Imaginez-vous la patente, là. Je veux dire, ça fait pas, là. Ça fait pas, cette affaire-là. Là. Je veux dire, toute l'histoire identitaire, puis toute la patente d'argent, puis la dépendance, cette dépendance-là, d'avoir peur de disparaître, puis d'avoir besoin d'argent, puis etc., ça fait qu'on a un mélange, là. On a du monde qui sont souverainistes, puis qui saluent le gars qui a le cash au fédéral. Parce qu'ils n'ont pas le choix de le saluer. Parce que sinon, ils pensent qu'ils vont disparaître. Sinon, ils pensent qu'ils n'auront pas de job. Sinon, ils pensent qu'ils ne sont pas capables de nourrir les enfants à la maison. Puis qu'ils n'auront pas le chalet à Sainte-Adèle. Donc, il est là le bug. Mais je vais vous dire une autre affaire, OK? Je vais parler de PSPP. Est-ce que PSPP exagère? Bien, je comprends très bien d'où il vient. Tu sais, PSPP ne serait pas PSPP, puis il ne serait pas Parti québécois s'il ne faisait pas le job d'un péquiste. C'est-à-dire qu'un péquiste, là, ça haït tout ce qu'il y a du fédéral. OK? Puis sais-tu quoi? C'est normal. Ce qui est anormal, c'est de voir Yves-François Blanchette puis les bloquistes être au fédéral puis jouer à la game. Un péquiste, ça haït le fédéral. Ça va de soi, là. Ça va de soi. Donc, la sortie de PSPP, elle est normale. Elle n'est pas anormale. C'est la réaction du milieu culturel qui est bizarre. T'sais, êtes-vous souverainiste dans le fond? Êtes-vous pro-culture québécoise? Vous êtes quoi, finalement? Là? C'est parce qu'en réalité, lui... C'est vrai qu'on cache, c'est ça. Mais tout ce monde-là qui ont réagi sur Miller, là, parce que PSPP, lui, c'est sûr qu'il sait que c'est des souverainistes. Ben, c'est-à-dire qu'on le sait, mais je veux dire, lui, il sait encore plus, parce que c'est sûr qu'il a déjà parlé. Ben, les organismes qui ont intervenu, c'est tous des organismes péquistes, là. Ben oui, c'est ça. Ça fait que lui, il sait. Ça fait que c'est ça qui l'a piqué. Il va dire, il a dit tabarnak, guys, tu sais. Oui. Ben, puis, on agirait. ouais. Regarde, c'est pas mes combats à moi. C'est dur pour moi d'en parler d'une certaine manière parce que c'est pas mes combats. Mais si on les transporte dans notre gang, ça nous arrive des fois. Moi, des fois, ça m'énerve que du monde vont faire la bise à Cube alors qu'il y a un paquet de traîtres là-dedans. Oh. Donc, c'est un peu la même affaire. Tu sais, des fois, entre nous autres, voyons, man, va pas là. Si c'est la gang que tu peux pas truster, je vais le faire. Va pas cette gang-là. C'est la gang que tu peux pas truster. Donc, lui, il a un peu cette réaction-là. Il dit, come on, guys. Criff, vous voulez le pays, vous êtes supposément des souverainistes, vous allez sur des tribunes. Il arrive un nouveau ministre de la Culture, en plus, quelqu'un qu'on n'est pas sûr qu'il nous aime tellement. Puis, si boire, vous êtes là, il baise les pieds. Je vais lui donner. Mais là, il y a une twist intéressante que tu vas aimer, par contre. Juste avant. Oui. Je vais lui donner. Tu sais, moi, là. Tu sais, vous avez pris le podcast avec Karim El Ayoubi. Karim, une des raisons pourquoi il est intervenu, puis c'est le fun, on devrait le faire plus souvent. Karim, il doutait de mon allégeance au Parti conservateur du Québec. Mais comme je vous ai expliqué plus qu'une fois, je ne suis pas un partisan. Je suis quelqu'un qui, avant tout, est indépendant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps à autre, si Trump, quand je vois Trump donner un break à un gars du Honduras, que je ne sais pas trop s'il n'y avait pas les deux mains d'un cartel puis dans la drogue, j'ai ça. C'est pas parce que j'aime Trump que je ne le dirais pas. Et à l'inverse,
c'est pas parce que PSPP, c'est pas le mien, puis qu'il est dans un parti qui me tombe ses nerfs, puis que c'est des social-démocrates avec des chars électriques. Je m'empêcherai pas de dire que, de temps en temps, PSPP peut avoir un peu raison. Ah oui. Puis, si sa sortie, elle fait un peu Canimero, mais que... Tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, là, avec Roy, là, c'est qu'il fait... Puis j'allais me dire que peut-être que lui, il a le droit de le faire. Il est dans la bonne gang. Mais j'aimerais ça que de notre côté, on réponde de même aux journalistes quand on est interviewé. Oui. Oui, on le fait des fois en conférence. Surtout que le Roy, il est très radio-canadien. Là. Oui. On s'entend-tu, là? Exact. Il y a une espèce de... Lui, il faut qu'il fasse radio-canadien là, s'il veut avoir sa paye. Là. C'est ça, exact. Donc lui, c'est peut-être un souverainiste en dedans de lui. Mais pour sa paye, il faut qu'il tricote quelque chose pour faire plaisir à la maison mère qui paye le chèque puis le fonds de pension qui s'en vient. Il faut qu'il défende les intérêts du Canada. Là, mais là, tu rentres dans ma twist. Mais je veux juste vous dire que j'aimerais ça que quand on s'en va sur des plateaux dans les nouvelles live, qu'on leur ramène ça. Il a dit bien calmement. Ben moi, j'ai pas dit ça, moi. C'est toi qui as dit ça. Ah ouais. Moi, il a dit 2-3 fois. Ben moi, ça, là, j'aime ça. Parce que ça nous permet de voir que les grands protecteurs de la démocratie, sont bourrés d'agenda. OK? Ça nous permet de voir, pas dans ce cas-ci, mais dans une autre conférence, j'ai vu que le gars qui questionnait PSPP, il fait partie d'un monde, le monde journalistique, où ce que la majorité des membres de ce monde-là sont des purs abrutis, là, des vrais idiots. Donc, ça me permet de voir ça. Et j'aime ça. Mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de l'autre gang puis qu'il le fait que je dirais pas « Hey, bravo, wow! » Ah ouais, regarde. Montre à Patrice Roy que c'est un... Pas Patrick, pas le même. À Patrice Roy que le gars, là... L'autre, il y a un blanc de 2 secondes puis il dit « Ben, je suis désolé, moi, j'ai jamais dit ça. Ouais. C'est toi qui le dis. » C'est toi qui dis ça. Moi, j'aime ça. Donc, la suite, Mr. White. Ben, c'est parce que là, il y a une twist. Parce que là, après cette entrevue-là, PSPP n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Non, je te dis que ce qu'il n'a pas aimé, il n'a pas aimé justement ce que tu viens de dire là. Il n'a pas aimé le ton de Patrice Roy. Et là, il a fait un lien avec Radio-Canada. Donc, on va juste écouter. Il a fait un lien évident avec Radio-Canada, là, comme de fait qu'eux, il fallait qu'ils défendent un peu les patentes canadiennes. Ça. OK, bon. Fait que là, il a décidé en conférence de presse, à un moment donné, il y en a qui sont revenus là-dessus de toute la situation. Et lui, il a parlé de Radio-Canada dans cette conférence de presse-là. On écoute la prochaine cote. Oui, mais juste avant, je vais encore expliquer c'est quoi l'histoire. Ah, c'est relié à la même affaire. Moi, je pense qu'à Radio-Canada, on le sait que c'est tous des acides gauchistes. Ben oui, okay? C'est beaucoup de péquistes. Là. Et beaucoup de péquistes. Ben oui. Il y a énormément de souverainistes. Tu sais, les souverainistes, ils haïssent Radio-Canada, mais ils savent qu'à l'intérieur de Radio-Canada, il y a beaucoup de souverainistes. Mais ultimement, les souverainistes qui sont à Radio-Canada, ils ont un boss. Ils ont des bonnes conditions. Ils ont, au-delà d'un bon salaire, de crise de bon salaire qu'ils n'auront pas nulle part ailleurs, ils ont des conditions pour la sécurité d'emploi, la retraite, etc. Excusez-moi, c'est le paradis, là. Hey, ceux-là qui voyagent le plus, c'est ceux qui font l'émission Feu vert. Ben oui. Je te jure, c'est pas des jokes. Comme maintenant, l'autre fois, il y avait des intervenants, là, ils arrivaient de partout dans le monde. Ah, t'arrives de la Colombie, puis moi, je suis allé en Inde. Puis oui? Bon. Ouais, ils voyagent donc bien, les autres. C'est incroyable. Patrice Roy lui-même. Ah oui, ben oui. Il y a juste à dire à Claude Charon, tu vas venir au Québec. Ben, quand mec, tu reviens, va te parler. C'est ça. Non, il est allé le voir. Ben, il a rencontré PSPP là-bas. C'était très bon ce qu'il a fait. Mais PSPP, il était au Québec une semaine après. Non, toi, tu parles de Mathieu Bock-Côté. Voyons, Mathieu Bock-Côté, voyons. PSPP, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, une semaine après, est au Québec. Ben oui, en fait, au Québec. Il vient une semaine par mois. C'est ça. Ça fait que lui, il est allé le rencontrer en France. Donc, c'est quoi qui arrive? Donc, ça veut dire que ce sont des souverainistes, mais ce qui prime, c'est le job et le paye. Patrice Roy, je suis juste un souverainiste. Là. J'ai même pas à me questionner là-dessus. Mais là, il fait un job de quelqu'un qui travaille pour Radcan, stick. Lui, c'est bebelles, là. Ils prennent le bord à un moment donné, là. C'est sa poche qui prime. Comme les artistes, sont tous pareils. Mais là, PSPP, il les a piqués là-dessus. C'est ça qui est drôle.
On y va. Et Ottawa impose à Radio-Canada, parce que c'était ça la mission, il faudra retrouver les citations, mais à l'époque de Mélanie Joly, son entrée en poste comme responsable de Radio-Canada, il y avait une volonté même explicite là, de faire le ménage dans les indépendantistes de Radio-Canada. On retrouvera les citations. En fait, Sheila Copps a été très, très explicite. Puis là, peut-être vous pouvez m'aider, on va retrouver ces citations de 96 et 97, mais elle disait grosso modo, peut-être que ces milieux-là sont favorables à l'indépendance en ce moment, mais quand on leur aura donné des subventions puis on aura fait notre travail, les choses vont changer. Il faudrait trouver cette citation-là, mais ça date de 96-97. C'était le plan B, le plan de répression de l'indépendantisme à travers un pouvoir de dépenser qui est illicite, parce que c'est pas ça que la Constitution du Canada dit. 96-97, c'est pas mal sa chum. Mélanie Joly, dans ces années-là, début des années 2000, c'était pas mal l'ami de PSPP au milieu des années 2000. Là. Je suis mêlé dans les années, j'ai de la misère à suivre un peu ce que... PSPP lui-même, je suis pas certain qu'il est full souverainiste tant que ça. Là. Je pense qu'il est arrivé là un peu comme par défaut, puis là, ben, faut qu'il brasse la soupe un peu, mais est-ce qu'il l'était vraiment? Lui, il a passé sa jeunesse avec Mélanie Joly. Là. Il avait l'air d'un fédéraste pas mal. C'est le même qui appelle ça? Un fédéraste? Un fédéraste, oui. C'est le même qui utilise ça? Ouais. Donc, PSPP, je vous le dis que ça va être fragile. Hein? Je vous le dis que ça va être fragile. Ça va être très fragile. Là. Très, 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 très fragile. Surprenez-vous pas si vous voyez la CAQ passer à travers et arriver minoritaire à l'élection de l'automne prochain. Là. Le 39 %, c'est fragile. Là. Très fragile. On l'a vu au fédéral, ça pouvait être fragile. Et que c'est fragile. Puis, je le défends dans ses arguments, mais sur la forme, je trouve qu'il a l'air... Ben c'est ça, il est ce qu'il est. Là. Il s'est pas créé un personnage, il est ce qu'il est. Là. Il fait un peu, c'est ça, il fait Calimero, il fait un peu... il fait soupe au lait. Il semble facile à shaker. Ouais, je sais pas. Je trouve que cette semaine, je trouve que... Je sais pas si c'est tout improvisé. Moi, des fois, c'est ça que je me demande. Je me dis, ça, c'est... Oui, dans conspi, là. Non, mais je me demande, ça fait-tu partie d'une stratégie? Eux autres, c'était-tu comme préparé, qu'ils répondent ci, qu'ils répondent ça? Ben, une chose est sûre, ils ont toute la place. Là. Ah ben oui, ils ont toute la place, certains. Une chose est sûre, ils ont toute la place. C'est parce que lui, donc, là, à partir de là, il a piqué la gang de Radio-Canada. Parce que là, il leur a dit à la gang de Radio-Canada qu'il était à la solde un peu d'Ottawa. Mm-hmm. En sachant très bien, lui, parce qu'il connaît tout personnellement ce monde-là, en sachant très bien qu'il parle à une gang de souverainistes. Il y a une gang de souverainistes à Radio-Canada. Mais voyons donc, là, je veux dire, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Non, là. Il n'est pas en train de mettre... On sait ça, là. Je le sais, mais moi, je pense que ça, c'était comme les piquer. C'est comme dire un souverainiste est à la solde de Radio-Canada, puis les autres, ils ne prennent pas. OK, Radio Pirate News, partie numéro 2. On continue avec Mr. White et Jerry sur, on va appeler l'histoire de PSPP de la semaine. Pirate. Radiopirate.com. Next. Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, partie numéro 2 sur les Radio Pirate News. On y va tout de suite, un autre 20 minutes, OK? Fait que là, Masbourian, vendredi, il reçoit Saunier. Tu sais, Saunier, là. Alain Saunier. Alain Saunier, oui. Qui a été à l'information à Radio... Ben, il a fait Alain Saunier, c'est un crinqué pas à peu près, là. Ça, c'est l'anti-Trump, là? Oui, entre autres. Oui, c'est ça. Il a été à l'information à Radio-Canada 2006-2012. Oui, mais il était boss, là. Oh oui, c'est ça. Il a fait un livre sur la radio poubelle. Il a fait un livre contre moi, lui. Oh oui. Il a dirigé le service d'information à Radio-Canada de telle année à telle année. Ça fait que là, lui, Masbourian, il l'invite. Il dit, c'est vrai qu'on a des billets, nous autres, tu sais. Fait que là, on peut écouter ce qu'il a dit. Écoutez, moi, je pense que Radio-Canada a toujours été au cœur de la controverse, et puis c'est bien ainsi. C'est la preuve qu'on a bien fait notre travail. Moi, je me rappelle que, par exemple, le conseil d'administration de Radio-Canada, qui était composé presque essentiellement de gens qui avaient souscrit au Parti conservateur à l'époque, m'avait reproché à moi d'avoir favorisé la montée de ce qu'on appelait la vague orange avec Jack Layton.
Bon, c'est de bonne guerre, je veux dire, ça se fait. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des tentations de vouloir s'ingérer ou de vouloir faire des pressions. Mais Radio-Canada s'est toujours tenu debout. Moi, honnêtement, je pense d'avoir toujours été capable de tenir le fort, de pouvoir créer une émission avec les collègues comme Enquête et puis de pouvoir traiter de tous les sujets. Alors, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça un peu enfantin de traiter de cette question-là de cette façon-là. Pourquoi enfantin? Ben, c'est parce que ça s'appuie pas vraiment sur la réalité. Ouais. Mais, c'est sûr que ça leur fait mal. C'est sûr que ça leur fait mal, je veux dire. Ben oui. En principe, ces gens-là devraient travailler pour Télé-Québec. Télé-Québec devrait être le pendant québécois de Radio-Canada. Mais c'est Radio-Canada, c'est là que ça se passe. C'est là que les bonnes conditions sont. Puis ces gens-là sont, en majorité, ben regarde, lui-même, il vient de le dire. Là. Lui, il a fait rentrer à Radio-Canada des gens d'extrême gauche. Donc lui, il a voulu... Il a pesé sur le gaz pour la vague orange. Imagine-toi comme directeur de l'information. Il vient de nous annoncer que Radio-Canada a un parti pris, alors que c'est payé par des gens de toute allégeance, en passant. Ça ne devrait jamais être ça. Donc, ça, c'est déjà, première lumière, ça devrait toujours être non. On sait que dans la vie, ça existe. Mais habituellement, ils ne le reconnaissent pas. Habituellement, ils pensent qu'on invente des affaires. Lui, il va te le dire. Lui, comme retraité maintenant, il est ancien boss, il dit non, dis-moi, j'avais des atomes crochus avec le NPD de Jack Layton. Là. Il dit j'ai fait partie de l'émergence de la vague orange au Québec. Là. Il était boss de Radio-Canada, les amis. Ah oui. Donc, ces gens-là sont pas neutres. OK? Ils sont zéro. On sait ça, nous, depuis longtemps. On le sait. Mais ils ont toujours dit non. Ils ont toujours dit qu'on inventait. Mais là, ils sont mis au pied du mur. Ils sont obligés de se défendre. Puis en se défendant, ben ils avouent qu'ils ont pris... Ah, ben regardez, ils nous ont fait telle affaire. Ils nous ont dit qu'on était ça. Puis on se revirait de bord. Puis on a fait telle chose. Donc, ils nous donnent raison. Mais là, on est sur les couleurs politiques. Mais ils ne peuvent pas renier le fait que c'est un organisme fédéral qui appartient au gouvernement fédéral. Tu travailles pour Radio-Canada, man. C'est ça. En principe, un souverainiste ne devrait jamais travailler à Radio-Canada. C'est ça. Des gens qui sont de vrais souverainistes. C'est pour ça que je suis un peu tenté de défendre PSPP là-dessus. Parce que PSPP, je ne sais pas ce qu'il est. J'avais un doute sur, c'est-tu vraiment un souverainiste ou c'est une opportunité qu'il a, puis que, tu sais, il peut devenir PM, puis il utilise ça, etc. Parce que je regardais son passé, il est dans les photos à tout bout de champ quand il est jeune avec Mélanie Joly. Donc, pour moi, je ne sais pas trop à quoi il est. Mais en même temps, Mel Joy, c'est une vraie fédéraliste? Je ne sais pas. On peut se questionner la question à l'envers. Oui, sauf qu'à cette époque-là, il était plus vers les libéraux que vers les péquistes, cette gang-là. Sauf que là, je le vois se débattre. Et sur le fond, il a raison. Parce que moi, ça me choque de voir des fois des conservateurs et des gens de droite qui, la minute qu'il arrive quelque chose, ah oui, on veut le gouvernement, oui. On veut que le gouvernement soit petit, on veut que le gouvernement fasse telle affaire. Première chose que tu sais, sa compagnie est rendue avec un contrat du gouvernement, puis que quelque chose que tu es capable de savoir que ça coûterait 100 millions, ça a été vendu 420 millions. Donc, tu sais, nos convictions ne sont pas assez profondes d'un bord et l'autre. Ah non, ici, là, c'est... Mais René Lévesque a travaillé à Radio-Canada. Là. Qui? René Lévesque a travaillé à Radio-Canada. Oui. Ben oui. Il était journaliste à Radcan, René Lévesque. Bon, mais en même temps, tout ça est mélangeant, tu comprends? Parce que là, PSPP, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Parce que là, hier, il va, tout le monde en parle. Oui. Et là, tu comprends que Guilla, il a envie en esti d'y dire qu'il est souverainiste. Il a-tu envie, tu penses, de sortir du placard? Mais oui. Il peut pas. Il peut pas. Il est à Radio-Canada. Mais il dit à sa façon, tu sais. Mais si tu veux, on peut écouter ce bout-là. Écoute, ça dure un petit peu plus que 3 minutes, là. Oui. Mais il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Puis tu vas aimer ça. OK. Mais que tout le monde en parle existerait dans un Québec indépendant, aurait simplement plus de liberté, puis on aurait un écosystème encore plus rayonnant. Plus de liberté que là, on n'est pas pire. Ben, je vous soumets respectueusement que la mission de Radio-Canada, c'est quand même de faire la promotion de l'identité nationale canadienne. C'est faux depuis 1990. Ça dit encore identité nationale et on ne peut pas nier qu'il y a un lien mais entre... Sentez-vous quand vous le regardez grand? Je regarde des mordus de politique à RDI, sincèrement. Toutes les opinions sont défendues. Je pense pas qu'il y a un grand méchant qui leur dit « Dites ça, il faut promouvoir... » Ce que chez le COP, ces gens chrétiens ont dit en 96 pour plus que jamais l'indépendance revienne,
on va prendre l'argent des Québécois à travers leurs impôts, mais désormais, on ne la renvoie pas à Québec. On la renvoie en subvention, puis on crée une loyauté, puis des fois, on met des conditions. Et cet épisode-là a donné lieu pour moi à plusieurs messages en privé de gens qui, notamment dans le domaine du cinéma, me disent, pour avoir du financement du fédéral, maintenant, il faut se conformer à une idéologie. C'est-à-dire, faut vraiment... c'est du racialisme, là, c'est-à-dire quelles sont vos caractéristiques, quelle est votre idéologie, est-ce que vous faites la promotion de l'idéologie que nous, on veut, est-ce que vous touchez des sujets sensibles, est-ce que ça dérange? Moi, je peux juste dire une chose, je peux juste parler pour tout le monde en parle. C'est jamais arrivé que quelqu'un du fédéral vienne nous dire ça, puis il se ferait revirer de bord. Évidemment pas. Et depuis 1990, je l'ai appris récemment, que c'était retiré de la loi sur la radiodiffusion. La notion d'indépendance, elle est enchâssée dans la loi. Donc, l'indépendance de Radio-Canada CBC lui confère une liberté d'expression et l'autonomie en matière de journalisme, de création et de programmation. En fait, ils n'ont pas le droit d'intervenir pour une raison très simple. Mais je ne dis pas qu'ils interviennent. Les ministres passent et nous restons. Ça, c'est vrai, mais je dis que la stratégie ouverte de Jean Chrétien et Sheila Copps, c'était de ne pas renvoyer l'argent à Québec, mais plutôt la donner sous forme de subvention et créer des loyautés. C'est ce qu'ils ont dit. Et dans le domaine académique comme dans le domaine artistique, ça vient avec des conditions qui sont idéologiques et qui, à mon avis, limitent la liberté artistique et académique. Bien, si je me fie à ce qu'on se dit ici, ça n'a pas l'air de marcher. Vous avez accordé une entrevue à Patrice Roy à Radio-Canada. Ça aussi, ça a fait des tollés. Vous avez ensuite fait un lien sur vos réseaux sociaux entre le ton de l'entrevue et le fait que CBC Radio-Canada a reçu 150 millions du gouvernement fédéral. Est-ce que vous remettez en question le professionnalisme ou l'impartialité des journalistes de Radio-Canada? Je pense que Radio-Canada n'est pas tout à fait conscient du biais ou de l'apparence de partialité que crée un politicien qui, en campagne au fédéral, dit « Moi, Radio-Canada, pendant la campagne, je vous promets un 150 millions de plus. » Pendant que les autres médias ont beaucoup de difficultés. Et ce que j'ai soulevé dans cette entrevue, c'est qu'on me mettait comme argument à l'écran pour justifier l'ingérence du fédéral en culture, parce que le fédéral ne devrait pas dépenser en culture. Mais il le fait. On dit, regardez, ça fonctionne bien. Voici les belles dépenses supplémentaires en culture du fédéral. Donc, ça justifie qu'on demande au fédéral plus d'argent. Et là-dedans, il y avait 150 millions pour Radio-Canada. Moi, je vous soumets que ça peut créer une apparence de partialité dans la mesure où donner de l'argent à un média en campagne, puis ensuite un média qui se vante de ça comme étant de la promotion de la culture, moi, ça m'a fait sourciller. Peut-être que ce n'est pas le cas des gens qui nous écoutent. Moi, je vous soumets respectueusement que c'est quand même assez grave comme accusation. Ça, vous allez peut-être en entendre parler cette semaine. Mais en quoi un politicien qui promet à un média de l'argent en pleine campagne ne crée pas d'apparence de partialité après? Je vous dis pas que vous êtes... La télé publique, c'est pas la télé d'État. On n'a rien à voir avec l'État. On s'en fout complètement. Il a-tu envie de dire qu'il vote oui? Pour moi, le plus gros problème de Radio-Canada, OK, je comprends le débat de PSPP, je comprends son combat à lui. Pour moi, le plus gros problème de Radio-Canada et CBC, entre autres, c'est que CBC, c'est le prolongement du Parti libéral fédéral, OK? C'est un média de gauche. Ce sont des gens qui sont prêts à raconter n'importe quel bullshit pour arriver à leur fin. Merci. Il y a eu 150 millions de dollars qui ont été mis sur la table. C'est quelque chose qui ne devrait pas... En pleine campagne. Au niveau provincial, je peux comprendre qu'il y a des subtilités. J'écoute pas tout le monde en parle. Je sais pas si ça parle de souveraineté. J'en ai aucune idée. Je connais... J'ai pas fouillé. Mais mon feeling, c'est que Guillaume Lepage et beaucoup de monde alentour sont des souverainistes. Oh oui, là, sont en train de se déchirer entre eux autres. Ils sont en train quasiment de se battre entre eux autres parce qu'ils n'aiment pas que PSPP dise « Mais écoutez, vous travaillez pour un organisme fédéral. » Bien, ça, là, vous devez l'assumer, là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça. Ton chèque avec une feuille d'érable dessus allume, c'est ça? Oui, ça se peut qu'il n'y ait pas de pression à l'interne. Ça se peut qu'ils t'ont jamais demandé spécifiquement de faire des choses. Il n'y a pas besoin d'avoir cette pression. Mais il n'y a pas besoin d'avoir ça. Tu travailles pour un organisme que tous les fonds viennent du gouvernement fédéral. Et ceux qui augmentent les budgets, ce sont les libéraux. Donc, si c'est pas toi qui le fais pendant 1h30, dans le reste de l'antenne, il y a quelqu'un quelque part qui le fait. Et à un moment donné, le débat que vous avez en ce moment, on va le répéter ce que j'ai dit tantôt, c'est un manque de conviction d'un peu tout le monde.
Et c'est pour ça qu'on tourne en rond au Québec. C'est notre gros problème. Un souverainiste ne devrait pas commencer à travailler pour un organisme fédéral, que ce soit public ou gouvernemental. Le terme, on s'en calisse. L'argent vient du fédéral. Tu es souverainiste. Tu n'as pas d'affaires là. Comme les gens du Bloc n'ont pas d'affaires à Ottawa. Voyons, tu veux la séparation. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 30 ans que tu es là. Tu es là pour le chèque, tu es là pour la pension, tu es là pour les mauvaises raisons, tu es là pour un spectacle. Donc, en fait, un souverainiste ne devrait pas être à Ottawa. Quand mon père et le gang sont allés, ils ont dit c'est 4 ans. Mm-hmm. Ça devait être 4 ans. Il y avait l'histoire de Meach. C'était une patente historique. Ça ne devait pas durer 30 ans. Bouchard l'avait collé. Par après, là, c'est notre problème. On a un problème avec nos convictions. On a un problème avec nos valeurs. Et pas juste les souverainistes. Hein. Les gens de droite, les gens plus conservateurs, les gens de gauche. Non, on est tout mélangé. On est tout mélangé. Tu sais, je vois le vert. Est-ce que si tu es de droite, est-ce que tu peux travailler à Radio-Canada? Non. Ben voilà. Non, il faut que tu sois souverainiste de gauche, idéalement. Ben, tu peux être fédéraliste de gauche. Faut que tu tu sois de gauche en premier. Ben oui. Mais tu peux pas être... Tu peux pas être fédéraliste de droite. Ce qui relie tous les gens qui travaillent à Radio-Canada et CBC, c'est qu'ils sont tous, sans exception, de gauche. Non, je peux te le confirmer. Là. Ce sont tous dans le terme, le vrai terme, pas le parti politique, mais oui, on peut faire le lien aussi, ce sont des liberals. Voilà, c'est ça. OK? Ce sont des liberals. Là-dedans, il y a des souverainistes puis il y a des fédéralistes. Mais moi, ce que je dis, vous avez beau être de droite ou être de gauche, mais si vous affirmez puis que vous êtes souverainiste, peut-être que vous ne l'avez pas fait, votre coming out public, mais moi, si j'étais souverainiste, OK, je peux vous garantir une affaire. Je ne travaillerai jamais à Radio-Canada, peu importe la paye. Moi, je me suis déjà fait offrir une job à Radio-Canada en passant, OK? Ben, pour remplacer le gars de nuit, là? Oui, le gars de soir, fin de soirée. Là. Languirand. Jacques Languirand, il voulait rajeunir, il voulait faire quelque chose de plus pété un peu. Quelqu'un qui m'a appelé. Quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit ouais, on regarde, on aimerait ça t'offrir quelque chose. Voyons, c'est complètement capoté cette affaire-là. Voyons, qu'est-ce que je peux aller faire là à Radio-Canada? Après, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport avec moi. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu assumes ce que tu es, mais c'est notre. Mais ça, c'est un problème pas juste à eux autres, c'est un problème général. Non. La minute que, tu sais, un anti-étatiste, il y a une business. Tu sais, un gars de droite anti-État, il y a une business, le gouvernement cogne à sa porte. Hey, on aurait besoin de tes services. Le gars, il se tourne de bord, il dit ouais, eux autres, tu peux lui faire 4 fois le prix que je fais au privé. Il paye n'importe quoi, eux autres. Puis finalement, après avoir dit pendant 10 ans qu'il était un anti-gouvernement, un anti-étatiste, il signe un contrat de 200 millions avec le gouvernement. Mais ça, j'en vois plein de ça. Je suis tanné de ça. Puis, Chris, je vais le donner à PSPP. Au moins, il a le courage d'aller s'asseoir là puis de le dire. Non, ça j'avoue que j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça surprenant. Puis là, j'ai dit, asti, il recule pas, tabarnak. Sauf que PSPP, si tu as un Québec indépendant puis tu as un genre de radiodiffuseur public à la Radio-Canada, mais du Québec, il va y avoir personne de droite dans Baptiste non plus. Non plus. Non, écoute. Et là, l'histoire. Ben oui. C'est sûr. Donc, moi, la chicane de péquiste, puis un péquiste reçoit son chèque avec une feuille d'érable dessus. En réalité, moi, cette chicane-là, je m'en calisse. Pour vrai, là. Personnellement, je m'en crisse. Mangez-vous entre vous autres. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quelqu'un qui est de droite ne peut pas aller d'un bord ni de l'autre. Ouais, mais et là, l'histoire. Mais tu vas comprendre le point que je fais avec tout ça, parce que moi aussi, je m'en calisse. Mais ça expose le problème d'un peu tout le monde. Exact. On n'est pas nombreux à vivre comme on est, puis des fois à subir des conséquences de ça. Ça veut dire quoi, subir des conséquences? Ça veut dire lâcher une job. Ça veut dire de ne pas prendre un contrat avec du monde que tu détestes. Bien, ça, là, ça expose le plus gros problème du Québec. C'est qu'on n'est pas capable de... Les bottines ne suivent jamais les babines. Puis je vais lui donner ça. Moi aussi, je m'en calisse. Mangez-vous entre vous autres, comme tu dis, OK? Voilà. I don't fucking care. Mais ça expose ce que nous sommes. Tu sais, moi, je le vois, là. J'en le vois dans notre gang, là. Je le vois dans notre gang. Ça fait des yeux doux à cube et des patentes de main. C'est Richard Martineau qui est là, là.
Puis pensez pas qu'à Cube, pensez pas que Dutrisac, c'est un de vos bodés, là. Parce que quand ça va être le temps de vous crisser un couteau parce que vous êtes collé sur Éric Duhem, il va vous planter, là. Puis Mario Dumont aussi, là. Toute la gang. C'est la gang qui vous ont fait chier tout le long de la COVID, là. Mais la minute, on est comme ça. On va leur donner ça aux Américains. Les Américains, c'est qui sont carrés là-dessus. Ils vont pas patauger dans le cours de l'eau. Ah ouais, toi, t'es ici, que moi, je me ramasse pas là. Mais ça, c'est un problème généralisé. C'est pas juste pour eux autres. C'est ça at large. OK? Il y a des gens de droite que si jamais tu leur offres un contrat pour travailler à Radio-Canada, ils vont y aller. Alors oui. Et ils vont devoir cacher pendant qu'ils travaillent qu'ils sont de droite. Ah, c'est ça. Oui. Puis un souverainiste à Radcan, il est souverainiste, mais il est souverainiste chez eux. Ben ça, c'est un problème qu'on a comme je ne sais pas d'où on a pris ça, je ne sais pas d'où ça vient dans notre héritage, dans notre DNA, mais on est comme ça. Chris, moi, je ne suis pas de même. Puis j'en ai payé le prix plus qu'une fois. Mais je vous le dis, là, on est peut-être moins riches, mais Chris qu'on dort bien. Oui. Tu sais, à un moment donné, il faut assumer. Moi, si je suis souverainiste, puis tu m'offres une émission à 800 000 par année pour m'en aller animer, tout le monde en parle, fuck you, esti. Puis si je suis quelqu'un de droite, puis il faut que je me ferme la boîte puis que je sois centriste ou de gauche pour garder ma job, fuck you! C'est ça le point que je veux avoir dans toute cette histoire-là. Dernier audio de PSPP, à tout le monde en parle, Mr. White? Ben, tu sais comment c'est, hein, tout le monde en parle d'habitude. Hein? Est-ce que vous restez avec nous? Moi, j'avais dit non. Ouais. Moi, on m'a demandé pourquoi. J'ai dit, j'ai pas d'amis ici. Toi, tu as dit, c'est pas mon monde ici. Je me rappelle de ton expression. C'est pas mon monde ici. On peut écouter la réponse de PSPP. OK. Moi, j'y crois. Est-ce que vous allez être constant et rester avec nous? J'ai une bronchite depuis 14 jours. Elle part pas. Ah. Je vais aller me coucher. C'est une entrevue importante pour moi. Mais je veux pas faire à semblant que je suis en grande forme physique. Je vais aller me coucher parce que je dois retourner à Québec demain. Mais toutes les autres fois, je reste toujours. Puis les prochaines fois, je resterai. Mais là, vraiment, je suis au bout de ce que mon corps pouvait. Vous voulez vous séparer de votre bronchite. Merci d'avoir été avec nous. Ça ne tentait pas de rester. C'est le gang, par exemple. Non, mais je le sais. Regarde, je vous le dis, le PQ ne se rendra pas en octobre prochain. OK? C'est trop une gang. Tu peux pas unir cette gang-là. Ils ont tous trop d'intérêts divisés. Ils ont trop. Tu sais, des fois, on est de même aussi à droite. On est les gens plus conservateurs, on est comme ça, mais les pires du pire, c'est eux autres. Donc, ça va s'effriter, cette affaire-là. C'est monter juste parce que la CAQ est sur le cul puis que les libéraux vont nulle part. Mais il y a des opportunités incroyables. Ça ne surprendrait pas de voir la CAQ remonter. Ils vont travailler fort pour le faire. Mais je pense pas que le PQ, ça va durer bien, cette affaire-là. C'était un PSPP tour. Le PSPP tour. Mais tu as raison. Écoute, ça tourne tout autour des convictions. Imagine qu'il y a du monde, des souverainistes qui ont fait leur carrière à Radio-Canada. Pense à ça un peu. Ben oui. Moi, regarde, moi, c'est de ça. C'est juste de ça. Moi, je suis écœuré de ça. Moi, c'est pour ça que, tu sais, je vous ai expliqué que j'ai décroché un peu le dernier mois. C'est que c'est ce que je sens. C'est ce que je sens. C'est des gens qui ont des convictions solides, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est notre plus gros problème. Tu sais, des fois, on peut être dur envers certains pays où ça, tu sais, c'est tranchant, puis etc. Puis t'es dans un clan, t'es dans un clan. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu choisisses ton clan. Tu peux pas jouer dans tout. Tu peux pas mettre ton pied dans toutes les piscines, Tu peux pas aller baigner partout, hostie. Donc, c'est ça que PSPP faisait. Les autres, ils ont à deal avec ça. C'est le shit. Moi, c'est pas ma shit, OK? C'est pas ma shit, c'est le shit. Mais de mon bord, ça, j'en sens énormément aussi. Et c'est notre plus gros problème. Voilà pour les radios Pirate News. Il y a un petit commandite. Présenté par G Solutions Fissure. Donc, vous avez vu, regarde, tu fais le tour de la maison à un moment donné, puis tu vois qu'il y a une fissure dans ton solage. Ça peut être inquiétant quand même. Même si tu n'as pas d'infiltration là, bien, tu peux en avoir pour plus tard. Donc, ça, c'est un peu plate, voir la fissure.
c'est une équipe de confiance. Regarde, c'est des pirates en plus. Sont accrédités CA Habitation partout dans la grande région de Québec et en Montérégie. Donc, on peut les rejoindre à gsolutionfissure.com ou on peut les appeler à 1-833-Fissure. Je vous le dis, ils vont s'occuper de vous et ils vont régler votre problème. Yes, sir. Voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, lundi. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Tiens, on est sur le beat. Jerry, t'es prêt? Hey, on est chanceux parce qu'on a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis ça fait longtemps que je disais à mon ami Mr. White, puis je disais d'ailleurs à Éric Duhem la dernière fois qu'il est venu, il faut parler plus souvent avec Karim pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que Karim, au-delà de parler du monde de la santé, parce que c'est un des gros sujets en ce moment, bien aussi, c'est pas mal celui-là qui peut nous parler le plus, à part Éric, de ce qui se passe au PCQ et tout ça. Karim, t'es salué. Karim El Ayoub est avec nous autres. Merci de prendre du temps alors que tu travailles et tout ça. Es-tu au travail en ce moment? Oui, exactement. Je suis au bureau en ce moment. Mais comme on avait cédulé ça fait que j'ai arrangé mon horaire. Je vais juste finir plus tard ce soir, mais ça me fait bien plaisir d'être là. Comment tu vas, Karim? T'es en shape? Ah oui, moi, ça va bien. Ça va super bien. Merci de l'invitation. Je salue Mr. White et Jerry aussi. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas parlé. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Il faut se parler plus souvent. Ah oui. Il faut se parler plus souvent. J'ai vu on va parler des médecins tantôt, mais j'ai vu le message que tu m'as envoyé, Mr. White. Tu dis, Jeff a l'air d'avoir un stand qui est anti-PCQ en ce moment parce que je suis plus critique du PCQ. Mais il faut dire que je critique un peu tout le monde. Tu sais, je suis très pro-Trump, puis je critique Trump à tour de bras. Donc, je me fais dire à tout bout de champ, voyons, t'es plus quelqu'un qui aime Trump, puis t'aimes plus Poilievre. Mais je suis habituellement un peu... je suis probablement toujours un peu le plus sévère envers les nôtres parce que je veux tellement que ça réussisse et qu'on avance. Donc, je suis habituellement beaucoup plus sévère envers notre gang que je suis sévère envers des gens qui ne méritent pas qu'on leur donne tellement d'importance parce qu'on sait à l'avance qu'ils ne sont pas très bons. Mais oui, j'ai plus de questionnements qu'avant sur l'orientation. Non, pas ça. Tu sais, je voyais dans ton texte que tu me parlais du programme. Est-ce que Jeff a lu le programme? Puis c'est pas sur le programme comme... comment attaquer les 10 derniers mois, parce que dans ma vision à moi, puis peut-être que je me trompe, là, mais je vois tellement de partis politiques autour du PCQ qui sont en train de s'écrouler, puis je pense même que je suis pas certain que le PQ va réussir à maintenir ce qu'ils ont réussi à bâtir au cours de la dernière année et demie. Je pense que c'est beaucoup plus fragile qu'on pense. Et j'ai juste peur que la CAQ revienne. Donc, je me dis, il y a une opportunité pour que le PCQ ne vise pas nécessairement entre 5 et 9 élus, mais je vois une possibilité dans l'état actuel des choses avec le Parti libéral qui est en miettes, la CAQ qui est au bas-fond, QS qui va nulle part. Moi, je pense que le PQ est en train de s'entre-déchirer. Je pense que le PCQ, puis ça, j'en ai parlé personnellement à Éric il y a peut-être un mois dans une conversation au téléphone, que je peux parler maintenant parce que je n'ai parlé avec Éric même une fois qu'il est venu, mais j'ai dit... Vous ne savez pas comment vous avez... Si on attaque comme du monde, si l'agenda est bien présenté, si c'est vous qui prenez le contrôle de l'agenda, je pense qu'on peut, à la grandeur du Québec, répéter la bataille qu'il y a eu dans Arthabasca. Et après Arthabasca, j'ai comme senti... Oui, puis je comprends qu'Éric a été déçu du résultat, puis il y a eu une couple de semaines où il a été shaké un peu. Mais je vois qu'il faut revenir à ce mode-là où c'est nous... Ou encore, je le dis souvent que je suis non-partisan, mais vous allez comprendre que j'ai plus d'atomes crochus avec le PCQ qu'avec n'importe quel autre parti. Mais on a plus le contrôle que jamais de la destinée du PCQ. Donc, c'est un peu de ce sens-là que je suis un peu plus critique envers le PCQ que sur le programme, que le fond du programme qui, lui, est bien correct, mais c'est plus sur la manière de faire dans l'état actuel de tout ce qui se passe alentour du PCQ. Oui, ben écoute, merci de nous donner la chance d'en parler. Puis aussi, tu sais, ce que je voulais faire quand j'ai écrit à Mr. White, c'est pas pour reprocher de nous critiquer. Toi, t'es pas membre du PCQ, puis ta job, c'est pas de faire élire le PCQ non plus. Ta job, c'est de critiquer, puis de critiquer tous les partis politiques, incluant ceux avec qui t'as le plus d'atomes crochus. Puis je t'ai entendu régulièrement critiquer Trump, puis je t'ai entendu très régulièrement critiquer Poilievre aussi. Ça fait partie de ta job. Fait que, sinon, je veux dire, t'es pas là. Mais c'est pas rien que ma job. Mais Karim, c'est pas rien que ma job. J'ai toujours été, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une certaine indépendance.
Les gens m'avaient collé beaucoup à l'ADQ à l'époque. Puis finalement, mais oui, c'est parce qu'à un moment donné, je viens beaucoup plus proche avec ces partis-là, mais j'ai toujours essayé de garder une certaine indépendance pour être sûr de ne pas être un animateur partisan. Puis pour moi, ça a toujours été important, ça. Moi, je pense que ça... S'il y a des affaires que tu vois et tu les gardes en dedans de toi parce que tu as un parti pris pour ce parti-là dans le bon sens, je trouve que je ne ferais pas ma job. Puis j'aurais de la misère à vivre avec moi-même. Mais sérieusement, le PCQ en haut, il est en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Les autres sont en bas, en bas, en bas. Mais c'est par love, c'est par amour qu'on le fait. Non, je comprends. Puis il y a aussi des discours comme ça peut nous amener à être meilleurs aussi. Parce que c'est sûr que, moi, pour moi, que Radio-Canada nous critique, bon, c'est un peu la base. Là. Je me mettrais pas à écrire à Radio-Canada parce qu'ils nous critiquent. Mais si je vois qu'à Radio Pirate s'en vient très critique, ben je me dis, OK, peut-être que c'est nous qui a des choses qu'on fait pas correct aussi. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont mal comprises. Donc, intéressant de se parler puis de rectifier certaines choses. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parce que, en tant que président de la commission politique, ben, à peu près tout le contenu là, passe par moi. C'est pas moi qui écris tout le contenu, mais à peu près tout le contenu passe par moi. Fait que des fois, puis je suis impliqué dans les stratégies du parti aussi. Bon, je pense que si on prend les choses au départ, il y a une chose que je veux bien mentionner, c'est que la chose la plus importante ici, un des messages les plus importants à retenir, c'est que le PCQ, c'est pas un parti qui est top-down. Okay? C'est pas comme la CAQ. C'est-à-dire, Éric Duhem n'est pas le souverain du parti. Le parti, ça ressemble plus au Parti québécois, de la façon que ça fonctionne, c'est les membres. C'est-à-dire les membres qui nomment leurs délégués, puis c'est les délégués qui votent. Puis Éric, ça, il tient très à cœur. Et là, on va avoir un congrès le 31 janvier prochain. Donc, il y a beaucoup de stock qui va se passer au congrès. Et une des choses qui est importante pour Éric, avant d'aller sur la place publique puis être all-in, entre guillemets, faut qu'il y ait l'aval de ses membres pour les très grands dossiers. Donc, c'est sûr que à partir de février, attends-toi à avoir un changement de ton. Attends-toi à avoir un discours qui est plus incisif, qui est plus drastique dans le bon sens, parce que là, il va y avoir une volonté démocratique des membres. Notre dernier congrès, ça remonte quand même à 2023. Là. Ça fait déjà 2 ans qu'on a eu notre congrès. Oui, les sujets changent, les sujets évoluent. Il y a bien des choses qui changent. Mais Karim, juste dire, l'affaire, c'est que c'est-à-dire, on challenge un peu le parti parce qu'il y a le côté aussi, le temps passe vite. Là, on s'en va dans la période des fêtes. On rentre là, OK? Puis pendant les fêtes, c'est-à-dire, il y a comme un... Le monde ne s'occupe pas de la politique. Le monde n'écoute pas, ils font d'autres choses. La rentrée parlementaire, c'est le 3 février, OK? Ouais. Là, il y a un 4 mois, mettons, politique. Après ça, c'est l'été. Ouais. L'été, il y a un blackout politique. Puis après ça, en revenant de l'été 2026, bien, on est pas mal en campagne électorale. C'est pour ça que moi, c'est comme le genre de stress par rapport au temps de mettre les choses en place. Oui, tu as raison. Et il y a une chose aussi, c'est qu'on se fait quand même piquer nos idées assez souvent. Ouais. Donc, on a quand même beaucoup de stock. Juste pour te dire, là, on a 2 grosses études qui vont sortir au congrès. On a une étude sur l'éducation, donc des réformes majeures dans le domaine de l'éducation, ce qu'on se fait critiquer de ne pas avoir beaucoup de stock. Donc ça va prendre de la place. On a aussi une grosse étude sur un pan de l'économie qui est super important, qui est le logement, qui va sortir au congrès avec une dizaine de propositions sur le logement pour le rendre plus abordable et avec de la déréglementation. Donc ça va sortir aussi. Des nouvelles propositions en matière de santé qui vont sortir, en matière d'énergie. Donc il va y avoir une période très charnière entre, je te dirais, février, mars, avril. Ça va être 3 très, très gros mois. Il va y avoir beaucoup de stocks qui vont sortir. Et également, comme on va arriver en campagne électorale, il va y avoir de plus en plus de porte-paroles qui vont émerger. Parce que pour qu'on ait des porte-paroles officiels, puis je suis d'accord avec Éric, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent à se présenter. Parce que si tu as un porte-parole officiel qui s'engage pas à se présenter, ben là, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde. Donc, il va y avoir des porte-paroles, il va y avoir des nouveaux visages, des anciens qui ont déjà été connus, mais qui vont être mis de l'avant, avec beaucoup, beaucoup de stock. Donc, il y a toute une stratégie de com aussi là-dedans, à partir de quel moment on dévoile vraiment notre programme all-in, avec les bons porte-paroles pour les dossiers respectifs et de façon à si on dévoile tout de suite, puis on y va vraiment all-in tout de suite, il se passe la période des fêtes, on oublie que c'est nous qui a dit ça, puis finalement on s'est fait reprendre par la CAQ, par le PQ.
le cas échéant par les libéraux, puis tout le monde oublie que c'est nous. Il y a tellement de choses qu'on a dit. Juste par exemple, quand tu regardes, là, Jerry, la loi, le projet de loi 3 du ministre Boulet, OK? Très bon projet, là, mis à part une couple de petits articles, mais à part de ça, c'est un très bon projet. Il y a à peu près personne qui sait que au Congrès 2023, Adrien Pouliot avait écrit quelque chose, puis ça avait été voté par nos membres, qui ressemble drôlement à ça. C'est sur notre site web. Et on en avait déjà parlé. Puis ça, je vais attirer l'attention là-dessus. Même les gens de notre gang, OK? Même les gens de notre gang qui pensent comme nous, si ça sort pas dans LCN, Radcan, La Presse, Le Devoir, c'est comme si c'était inexistant. Moi, on a fait, et même quand c'est le chef lui-même, Éric a fait moi je les écoute parce que comme président de commission politique, faut que je suive qu'est-ce qu'Éric dit. Mais s'il y a pas un gros article dans un média traditionnel national, c'est comme si on n'avait jamais parlé de ça. Le PL3, le PL3 de Jean Boulet, personne se souvient que nous on a déjà parlé de ça. La relance de la filière, par exemple. Oui. Mais Karim, je me rappelle qu'Éric, quand il a fait sa conférence de presse, c'était dans un genre de brouhaha il était arrivé quelque chose. Là, puis je m'étais dit, ouf. Puis je comprends qu'à un moment donné, tu cédules les affaires genre 2-3 jours à l'avance. Je comprends ça, puis t'es à la merci de ce qui peut arriver. Mais dans le monde où on est aujourd'hui, on dirait que quand on organise les affaires 2-3 jours avant, on est quasiment souvent, on est comme off-target parce qu'il y a retour. Il y a plus de nouvelles qu'avant, il y a plus de scandales qu'avant, il y a plus de petites patentes parce qu'avant, c'était très local, là, maintenant, c'est très at large, entre les chances que ça arrive. Puis il est éclipsé. Quand il a fait cette sortie-là, qui était une très bonne sortie, puis qui était très bon. Je pense qu'il était avec Adrien ou avec toi. Il n'était pas seul ce fois-là. Il était avec Adrien. Il était avec Adrien. Ça était une très bonne sortie. Mais le timing était... J'étais là, oh my God. C'est sûr qu'il n'y aura rien. Et il n'y a rien eu. Si les gens n'ont pas regardé sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur X, ils l'ont pas vu. Donc, à ce moment-là, tu as l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais tu as raison. Tu sais, beaucoup de gens conservateurs sont plus ex que, mettons, boomer. Et les ex écoutent plus la TV qu'on pense. Ils écoutent plus la TV traditionnelle qu'on pense. Ah oui. Un autre exemple que je te donne, par exemple, le moment où le projet de loi 2, qui est devenu, qu'on va peut-être discuter tout à l'heure, qui est devenu la loi 2 maintenant, là, moi je l'appelle le projet de loi bolchevique de Christian Dubé. Ça c'est... je reçois des messages encore, des gens qui se posent la question, c'est quoi la position du parti là-dessus? Je suis sorti 4 fois sur les ondes de Radio X pour en parler, une fois avec Dom Moret, 3 fois avec Pierre Couture. Malgré ça, parce que ça n'a pas sorti dans la presse, sur LCN, à Radcan, c'est comme si ça n'existait pas. Et Radio X, qui ratisse quand même large dans la grande région de Québec, puis là, qui dépasse Québec aussi. Moi, je les écoute là ici sur mon cell dans le nord de Montréal. Mais même un média traditionnel, parce que c'est pas un média national traditionnel, même quand on sort à Radio X, pour beaucoup de gens, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, il y a comme... je pense que, on dit, oui, les médias traditionnels sont en déclin. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'au Québec, ils sont encore très, très écoutés. Ils ont quand même beaucoup d'influence. Juste les réseaux sociaux, puis juste le podcasting. Moi, ce que je préfère, j'aime bien mieux être ici que faire une entrevue de 6 minutes et demie, là, qu'on a le temps de rien dire. Mais ça donne que ces formats-là, traditionnels au Québec, je pense qu'aux États-Unis, c'est différent, puis la game se joue plus. C'est 5 ans. C'est 5 ans il y a 5 ans de décalage. Ouais. Donc, on est encore... aujourd'hui au Québec, on est en 2020 aux États-Unis. Ouais. Donc, 2020, les réseaux, les grands médias sont encore importants. 5 ans plus tard, ils sont vraiment moins importants. Ils ne sont pas disparus, mais ils sont encore beaucoup moins importants. On est comme si on était en 2020. Donc, dans 5 ans, on s'en parlerait, on dirait, on serait probablement en retard sur les États-Unis, mais tu as raison. Les médias, moi je le dis souvent, les médias traditionnels, on peut bien les compter pour mort, mais ils ont une énorme influence sur l'électorat, sur la démocratie en ce moment. Énorme encore. Pour combien de temps ça va durer? On verra. C'est assez difficile dans notre cas des percées parce que comme on n'a pas d'élus, le fait de ne pas avoir d'élus, c'est très problématique. Je te donne 2 exemples pourquoi c'est problématique sur le plan de la communication. Disons que Éric Duhem a besoin, puis là on dit Éric Duhem est tout seul, il est tout seul. Bon, il y a 2 points. Ça, les médias traditionnels ne veulent pas donner beaucoup la parole au porte-parole du parti parce qu'on n'a pas de légitimité. Comme il n'y a pas d'élus,
sont pas obligés. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple, la loi 2, Vincent Marissal, l'ancien QS, il en a parlé de façon, je veux dire, on le voyait à tous les jours, sur tous les angles, parce que lui, il est un vrai porte-parole en matière de santé, et lui, il a une légitimité démocratique. Donc, ils vont aller vers lui. Si Éric dit aller vers Karim, ça donne, les Radio X le fait, toi tu le fais, Cube le font, mais Cube, ça demeure quand même assez petit, là. Mais tu sais, je veux dire, si tu parles, par exemple, LCN. Le 98.5 à Montréal, t'appelleras pas, là. Non, 98.5 à Montréal, non. Je veux dire, le 93 à Québec, Cogeco à Québec, oui, de temps en temps, mais le 98.5 à Montréal, c'est on parle à Éric ou on parle à personne. That's it. C'est fin de la discussion. Éric me le dit régulièrement. Ça, il dit, je veux, tu sais, tout le monde l'accuse de toujours c'est lui. Il dit, à chaque fois que je veux pousser, entre autres, souvent c'est toi qui veux pousser, ou Adrien en deuxième, il dit, ils veulent pas. Donc, c'est la même chose pour, par exemple, on a un porte-parole maintenant en matière de justice, Jonathan Poulain. C'est le gars de Beauce-Sud. Qui a fait une très bonne sortie cette semaine sur ce qui se passe au niveau des budgets pour les très bonnes sorties. Absolument, mais c'est le même principe pour lui. Là. Mario Dumont ne l'appelle pas. Tu comprends? Mario Dumont, il va vouloir parler à Éric Duhem. Puis on comprend aussi, parce qu'à un moment donné, moi, je me mets à leur place. Ils ont besoin de clics, ils ont besoin de code d'écoute. C'est sûr que Éric, Éric rend personne indifférent. C'est-à-dire que il y a des gens, soit les gens l'adorent, soit les gens l'haïssent, mais d'un côté ou de l'autre, ils vont cliquer quand c'est lui. Donc, c'est une forme de bibite à clic. C'est ça, c'est une bibite à clic. Il y a cet aspect-là. Puis l'autre aspect, c'est que comme t'as pas d'élus, les gens qui sont des porte-paroles ou des gens qui sont en mesure d'aller devant le micro pour défendre nos idées autour d'Éric, on est un peu éparpillés partout dans la province, puis on a une job. Ça fait que c'est sûr que, mettons qu'on a besoin de sortir sur la santé, puis Éric veut que je sois à côté de lui. Moi, je suis à 4 heures de route. Fait que 8 heures aller-retour, puis j'ai une job qui est très prenante. Ça fait que c'est sûr que ce que je vais faire, je vais répondre sur mon cellulaire, je peux faire des entrevues, mais je peux rarement être à côté de lui, assis à côté de lui, parce que c'est pas ma job de faire ça, j'ai une autre job dans la vie. C'est le même principe pour bien d'autres porte-paroles. Donc, ça a été un gros problème de ne pas avoir d'élus. C'est pour ça que je dis toujours, le vrai test du PCQ, tant qu'à moi, ça va être au moment où est-ce qu'il va y avoir une représentation parlementaire. À partir de ce moment-là, tu sais, puis je suis d'accord avec toi que faut que tu aies plus de députés. Idéalement, faut que tu aies plus de députés que 3-4, parce qu'à 3-4, tu te sépares tous les dossiers, puis c'est difficile d'avoir là, un contenu qui est très solide, puis de pouvoir répondre en temps opportun avec toutes tes porte-paroles, d'être vraiment dans le timing très efficace. Parce qu'en politique, c'est comme ça, hein. Tu sais, il arrive une nouvelle, t'as 48 heures pour presser le citron au maximum. Après ça, c'est fini, cette nouvelle-là. Tu passes tout de suite à autre chose. Exact. Si ton porte-parole était pas disponible pendant les premiers 24 heures, tu te retrouves avec un Éric Duhem toute seule à faire une conférence toute seule. S'il y avait 7, 8, 9, 10 députés autour de lui, là, ça serait différent. Ces 7, 8, 9, 10 personnes-là seraient responsables d'un dossier très précis. Ce qu'on appelle un cabinet fantôme, là, où t'as plusieurs personnes qui sont chacun sur un dossier et qui ont le temps de s'investir sur une chose seulement. Tandis que si t'es 3-4, t'es quasiment perdu, parce qu'il y en a 3 à couvrir. Tout à fait. Ça fait que moi, je pense que le vrai test, ça va être c'est là qu'on va pouvoir déterminer vraiment la qualité du parti. Parce que là, avec les moyens qu'on a, tu sais, on n'est vraiment pas parfait, mais je te dirais, avec les moyens qu'on a, puis la majorité des gens, on est des bénévoles, le 1,4 million par année, il passe assez vite, là, juste en facture comptable, là, pour respecter le DGEQ. Juste ça, là, moi, je vois les factures sur l'exécutif national, ça passe très, 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 très vite, là. Oui, ça passe assez vite, parce que quand tu regardes, tu sais, t'as une permanence, c'est-à-dire, ça te prend un comptable à temps plein. Un comptable, ça travaille pas à 75$ de l'heure. Tu sais, on comprend tous. Ça te prend un comptable à temps plein, ça te prend, après ça, on a un recherchiste maintenant à temps plein. Ça nous aide. Ça aide quand même pas mal Éric.
mais je veux dire, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, je veux dire, ils ont 7, 8 recherchistes, là, c'est pas, et sinon plus. Un autre exemple, quand tu as des députés qui est assez intéressant, parce que je travaille à l'heure actuelle avec quelqu'un de l'Assemblée nationale, je nommerai pas de nom, mais pour possiblement faire un projet de loi en matière de santé. Et c'est un autre monde, là. C'est-à-dire, lorsque tu es à l'Assemblée nationale, tu as des juristes, OK, des avocats qui sont des experts dans des domaines précis, et tu leur demandes, mettons que tu veux faire un projet de loi, tu leur donnes tes orientations, eux vont te chercher tous les articles de loi, toute la matière, et ils t'aident à écrire ça. Ils sont experts dans ces choses-là. Maintenant, en ce moment, c'est qui bâtit nos propositions? Ben, je veux dire, c'est moi, c'est Adrien, c'est des bénévoles sur la commission politique, c'est notre recherchiste aussi qui, lui, est payé. Mais on n'a pas accès à les juristes de l'Assemblée nationale, là. Donc, tu sais, tu comprends? Mm-hmm. C'est comme si je te dirais en ce moment, on est une équipe junior majeur, puis je le dis, junior majeur, c'est très bon, très bons athlètes, mais on n'est pas une équipe NHL encore. C'est-à-dire, lorsque t'es rendu, c'est comme tu demandes une très bonne équipe du junior majeur d'aller jouer contre les pros, ben ils ont pas je veux dire, si juste le fait que tu sois capable de rivaliser, tant qu'à moi, c'est déjà très bon. Et pour arriver au niveau NHL, ben il faut percer l'Assemblée nationale, parce que c'est là que tu tombes dans le monde où est-ce que tu as les ressources. T'as pas juste le capital financier, mais tu as également le capital intelligent de l'Assemblée nationale, qui sont des gens qui sont des experts pour bâtir des projets de loi. Et tu as beaucoup plus de budget pour la com, par exemple. Tu peux engager des gens qui sont des experts en com, mais ça, les gens qui sont des experts en com, ça coûte cher, là. Ça coûte quand même très, très cher. C'est des firmes spécialisées, des choses de même. Donc, c'est un peu ça le portrait. Mais moi, je te dirais, Jeff, je suis quand même satisfait de ce qui s'est passé depuis la dernière élection. Ça pourrait être mieux, mais là où je suis satisfait, c'est que je pense que avec les efforts qu'Éric a fait, on était capable de se rendre jusqu'à la prochaine élection avec une certaine visibilité et avec un programme qui est plus solide que la dernière fois. Je pense que notre programme il est excellent. Notre communication, faut l'améliorer, c'est sûr, mais je pense laisse-moi te poser des questions sur le programme. En fait, pas sur les détails du programme, mais sur quelque chose qui se passe en ce moment que tu as décrit un peu plus tôt. C'est-à-dire que la scène fédérale, on le voit, Carney vole tout le lunch de Poilievre. Il le fait pendant la campagne, puis il le fait comme un premier ministre du Canada. Ça, c'est clair, là, donc il le fait. Ça déstabilise un peu les conservateurs, ça c'est clair, parce que là, tu dis, OK, ouais, là, il pige pas mal dans nos affaires. Puis il a l'air d'un champion en faisant ça. Les libéraux, comme tout d'un coup, ces idées-là semblent faire leur affaire. Je parle des électeurs. Au Québec, on vit la même chose, OK? Donc, on a un parti politique qui ne sait plus trop quoi faire pour essayer de remonter dans les sondages. Ils se disent, bon, comment est-ce qu'on peut... Donc, ils ont décidé d'aller piger, un peu comme c'est fait au fédéral, ils ont décidé d'aller piger dans les idées de droite. Donc, ils sont allés voler la majorité de leurs idées dans le programme du PCQ, c'est clair. Mais là, à ce moment-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le Parti conservateur du Canada a été comme... Ils ont comme gelé. Quand ils ont vu qu'ils se sont fait voler leurs idées, ils ont comme gelé. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est, OK, si tes idées se font voler par des gens... Bon, c'est un peu différent. La CAQ, je pense que la CAQ, à la base, c'est comme ça qu'ils ont été élus en 2018, est un parti qui est beaucoup plus conservateur, mettons, que les libéraux fédéraux. Donc, ils sont peut-être capables un peu plus d'aller voler puis de voler ces idées-là puis d'être bien avec. Mais, je me dis, si les libéraux fédéraux sont capables d'aller voter les idées de Poilievre et du Parti conservateur, c'est peut-être que les idées étaient volables et que ça fitait finalement dans le programme. Donc, ça veut dire que le Parti conservateur est peut-être un peu trop soft dans ses affaires, donc au point où il s'est fait voler facilement. Et je pense que c'est un peu la même chose pour le PCQ. Puis je comprends toute l'histoire de avant, il faut parler à nos membres, etc., etc. Ça, je comprends toute cette organisation-là. Mais là, avec la réalité qui se passe, il faut qu'il y ait une coche de plus pour le PCQ. Tu sais, j'ai jamais considéré le PCQ comme un vrai parti de droite, puis c'est normal, on est au Québec. Il faut y aller dans la situation où on est actuellement, c'est-à-dire jusqu'où à gauche on s'est tassé tout le monde, puis il faut être brillant, puis il ne faut pas s'en aller trop à droite parce que là, ça fait peur aux gens. Donc, il faut garder un certain centre-droite, puis c'est ça que le PCQ a fait depuis à peu près 3-4 ans, puis même avec Adrien, c'était un peu ça. Mais là, je pense que la fenêtre se retasse, OK? Donc, la fenêtre se retasse, et c'est le temps
d'aller un peu plus à droite. Puis, tu sais, il y a des choses là-dedans. Puis, au-delà du programme, je pense que c'est dans l'attitude d'Éric. Tu sais, moi, des fois, il y a des choses d'Éric qui sont programmées, dans le sens qui sont pensées. Et il y a des moments aussi qui ne sont pas pensés. Tu sais, j'ai vu son intervention quand il a été questionné sur ce que a dit d'elle. Magali Picard. Magali Picard, c'est ça, je cherchais son nom. Magali Picard. Et c'était tellement le Éric Duhem que je connais. C'était tellement le Éric Duhem libre. Tu sais, des fois, de temps en temps, on le voit un peu plus politicien, un peu plus commentateur de radio, un peu plus polémiste. Là, j'avais l'impression de voir un PM. J'avais l'impression de voir l'Éric Duhem que j'aime voir. Puis moi, j'ai partagé sur toutes les plateformes que j'avais son vidéo. Cette vidéo-là, elle est géniale. Ce Éric Duhem-là nous montre qu'il est d'une classe à part. Et quand il va se battre en conférence, pas en conférence, mais dans les différents débats qu'il va y avoir lors de la période d'élection, il va être extraordinaire s'il est comme ça. C'est juste que, puis je le répète encore, moi je pense que si on veut aller dans les médias traditionnels, si on veut avoir les manchettes, je pense qu'il faut les choquer un peu. Il faut aller à un endroit que pour nous, c'est normal. On provoque pas pour provoquer, mais pour nous, c'est des affaires normales, où on est rendu qu'on peut faire des choses où on va les déstabiliser, où ils n'auront pas le choix de nous appeler. Ils n'auront pas le choix de nous mettre. Puis s'ils appellent ça des bébites à clic, ils appelleront ça des bébites à clic, mais on va être partout. Donc, j'arrive à la même conclusion que toi pour passer derrière le mur qui nous est mis devant nous autres des médias traditionnels. Puis le but n'est pas nécessairement d'aller chercher des boomers. Je pense pas que les boomers, on va les avoir. Ça va être difficile. Mais je pense que les X qui sont influencés par les médias traditionnels, si on les saisit, on voit comment entre autres, les syndiqués. Hier soir, j'étais avec des syndiqués FTQ lors de rassemblement. Puis c'est surprenant comment Magali Picard a vraiment aidé le PCQ. Parce que finalement, c'est les idées du PCQ qui ont été débattues pendant ces 2 semaines-là. Et les gens sont prêts à recevoir ces affaires-là. Des fois, je nous sens un peu... on a comme un peu peur de shaker la baraque, de shaker l'establishment médiatique, parce que oui, si des fois on les shake un peu, il va y avoir la joute, il va y avoir un panel où on va traiter Éric Duhem de... c'est quelqu'un qui a peur de dire que finalement, le climat, c'est pas ce qui se passe, telle chose, c'est pas ce qui se passe, il est dangereux, il veut que le système de santé soit privé, la carte de crédit. Pour moi, là, je pense qu'on est rendu à faire ça parce que il faut déstabiliser le monde des médias. Et s'il y en a un qui est meilleur que n'importe qui pour le faire et qui a l'intelligence et le talent pour le faire, pour moi, c'est Éric Duhem. Mais quand il y a besoin de toi, d'Adrien, du jeune de la Beauce qui est extraordinaire, bien, il est déjà bien entouré. Moi, je pense qu'il est mieux entouré que le gars du PQ. Donc, c'est peut-être mon côté un peu plus... moi, j'ai jamais eu peur de provoquer, jamais eu peur d'aller un peu plus loin que qu'est-ce que le standard nous veut, la ligne, en fait, de traverser la ligne, mettre le pied de l'autre bord, puis de vivre avec les conséquences. Mais, on le voit, là, que ça peut être déterminant pour Éric. Moi, l'histoire de Magali Picard, dans un sens, elle a franchi une ligne et on a vu que ça lui nuit et on a vu des opportunités pour nous. Donc, il faut juste shaker la baraque un peu. Puis je trouve des fois qu'on joue la trappe. T'sais, on joue à être resté poli. On veut pas passer au cash à la joute. On ne veut pas passer au cash dans l'émission, mettons, de RDI où il y a une gang de... T'sais, moi, je pense qu'Éric Duhem, à tous les jours, devrait être cité par Dimitri Soudas ou cette gang-là à RDI. Parce que, Dimitri Soudas a dit... Éric a dit telle chose. Puis là, on voit la madame, l'ancienne libérale, en haut de Dimitri Soudas. Oh oui, Éric Duhem, c'est terrible. Moi, ça, là, le jour où il va atteindre ça, je pense qu'il va finalement casser le genre de plafond à 13-14 % pour monter aux alentours de 18, 19, 20. Et c'est là où tout s'ouvre. Mais là, il faut agir parce que on a quelques mois seulement. Là. C'est une question de temps. En fait, je critique parce que je sais le potentiel qu'on a. Tu comprends? Oui, tout à fait. Je pense que tu as raison qu'on est rendu là. Si on fait un peu là, la généalogie du PCQ, bon, il y avait le PCQ version Adrien Pouliot qui était excellent. Quand je regarde encore, là, on s'inspire de plusieurs anciennes propositions qui avaient été écrites au sein de ce parti-là, qui étaient vraiment excellents. Mais il y avait il était marginalisé.
pas parce que les gens considéraient qu'il y avait des idées extrêmes, mais parce que c'est un parti qui était pas connu. Quand Éric est arrivé en politique, le PCQ, ça a débuté, oui, c'était un parti politique, mais c'était plus au départ un mouvement, une forme de mouvement politique qui œuvrait plus dans la métapolitique que dans la politique. La première fois que j'ai rencontré Éric, lui avait été très clair avec moi. Il m'avait rencontré avec c'était la deuxième fois Romy était là. Il était avec Romy, puis là, il expliquait à Romy, il expliquait un peu c'est quoi le concept de la fenêtre d'Overton, puis il disait, regarde, l'objectif, c'est clair qu'on prend pas le pouvoir tout de suite, mais c'est de faire en sorte qu'on l'attire, la fenêtre, pour faire en sorte que notre discours, en ce moment, il est inaudible, mais que notre discours devienne audible. Tu comprends? Et je pense qu'on a été capable de le faire, parce que tu regardes, là, je veux dire, le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, son programme électoral de 2022, le même homme, avec, grosso modo, je veux dire, c'est les mêmes membres, c'est le même parti, c'est la même administration, puis le même homme comme chef, la même base. Il est rendu aujourd'hui qui parle de réduire les taxes sur l'essence. Il est rendu, mais il y avait un programme qui était presque aussi écolo que QS. Là, c'était presque du copier-coller. Mais moi, quand je lisais les deux programmes, je me suis dit, coudon, ils ont-tu fait affaire avec le même think tank ou quoi là? Donc toi, tu vois là-dedans que Éric, ce qu'il nous avait vendu à toi et ton frère, c'était vrai. qu'on est rendu là. Oui, exactement. C'est-à-dire, ça se passe. C'est un parti qui était très marginalisé, puis on était toute une gang de coucous. Tu sais, moi-même, je me suis fait traiter de coucou, là, regarde. Là. Tu sais, je veux dire, si les gens qu'on appelle ça, là, moi, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, certainement pas sur la place publique, parce que je trouve que c'est méprisant, là. Mais je veux dire, il y a pas grand monde de ces gens-là qui se rechargeraient avec mon discours, honnêtement, mais je me suis fait traiter de ça par des médias, là, à un moment donné, je veux dire. Donc, on était tellement marginalisés qu'on œuvrait dans la métapolitique, mais ce qu'Éric nous avait vendu au départ, c'était vrai. Puis c'est un peu, moi, c'est pour ça que je continue avec lui, c'est que lorsque tu y parles one-on-one, il essaie pas de te bullshiter du tout. Il te donne la réalité. Il te dit pas, regarde, toi, tu vas être ministre, là. Il dit pas un truc comme ça. Il comprenait bien qu'on œuvrait dans la métapolitique. On a tiré la fenêtre, maintenant notre discours est devenu audible. Et c'est là où je te donne raison, c'est-à-dire à partir du moment où tu tires la fenêtre comme métapoliticien pour faire en sorte que ton discours devient audible sur la place publique, ben là, tu deviens un vrai parti politique parce que ton discours est dans la fenêtre. Il est au centre droit de la fenêtre, mais il est dans la fenêtre. L'autre step, c'est d'aller encore plus à droite, tant qu'à moi, parce que le but, je veux dire, moi, si je regarde le programme du PCQ, je le trouve très bon. Les idées du PCQ, je les trouve très bonnes. J'aimerais ça que ce soit un peu plus à droite. Et là, c'est toujours le jeu, OK? C'est toujours le jeu d'équilibriste à faire. À la fois de par les idées, de par le programme et de par le ton que tu utilises. C'est-à-dire, tu vas plus à droite, mais si tu dépasses la fenêtre, tu retombes encore dans la métapolitique. Et là, tu te marginalises encore. Et tu fais en sorte que tu comprends, et tu fais en sorte que mais là t'es utile quand même, mais tu fais en sorte que le Parti québécois, que les libéraux, eux, ils vont se transférer encore plus à droite, mais c'est que ça demeure quand même eux qui vont avoir le centre de l'attention. Ça fait oui, aller plus à droite, mais sans se marginaliser aussi. Puis ça, c'est un jeu d'équilibrisme. C'est pas la question. Moi, j'utiliserais pas le terme avoir peur. Tu sais, moi, je veux dire que les gens disent t'es comme ci, t'es comme ça me fait pas peur. Puis tu sais, de faire un tour de coffre de char par certains commentateurs, chroniqueurs, honnêtement, là, je veux dire, je m'en balance complètement. Mais on a quand même, vraiment, là, tu sais, ça m'empêche pas de dormir, et même ça m'amuse, là, quand ça arrive. Écoute, Karim, t'as du filion, là, dans toi, là. N'oublie pas ça, là. Non, c'est T'es ça. capable d'en prendre. Exactement. Mais tu sais, il faut toujours que tu te souviennes, tu sais, moi, par exemple, avant d'aller faire un tweet ou avant de dire quelque chose sur la place publique, je me rappelle que, OK, dans 48 heures, Éric a une sortie avec Adrien, par exemple. Si moi, je m'en vais, par égoïsme personnel, faire quelque chose d'ultra punché, puis là, les médias se mettent là-dessus, ben toute la job qu'il vient de faire avec Adrien sur le mémoire qu'il veut faire par rapport, par exemple, au projet de loi 3, ben là, c'est à l'eau, puis les médias vont juste saisir l'opportunité de le questionner sur qu'est-ce que son porte-parole tout croche a dit à quelque part. Fait qu'il y a comme un sens de responsabilité envers aussi les membres du parti, puis envers le parti lui-même. Fait que tu sais, c'est toujours ce jeu d'équilibriste-là en politique. Tu sais, si c'est sûr que quand tu écoutes du Éric Duhem vintage version 2012-2013,
le ton est différent, mais il faisait une job différente aussi. Là, en ce moment, il y a une responsabilité envers ses membres, puis il y a des schismes aussi au sein du parti. Tu sais, on a des gens dans le parti qui sont très fédéralistes, on a des gens qui sont très nationalistes, c'est un peu un melting pot, c'est une forme de coalition. Je pense qu'on s'entend tous pour plus de liberté, moins d'État. Ça, c'est vraiment notre dénominateur commun. Mais sur plusieurs autres points, il y a des schismes à l'intérieur du parti. Faut que toujours que le jeu d'équilibriste, c'est pas juste médiatiquement parlant, mais c'est aussi envers tes propres membres. Parce que faut toujours que tu te rappelles, tes membres, ultimement, c'est eux qui posent tes pancartes. C'est eux qui te font le bénévolat nécessaire en campagne électorale, puis c'est eux qui votent au Congrès. Plus de Karim El-Ayoubi du Parti conservateur du Québec. Sur la version Prime, on a 1h30 de discussion sur la version full. Première semaine, elle est gratis. Allez sur radiopirate.com et vous allez pouvoir écouter votre podcast préféré en entier sur vos applications que vous aimez tant, dont, entre autres, Spotify. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une boîte. Bon, message dans l'avion. OK, dans l'avion. Oui. Message, d'abord, juste te dire que t'as des fans, hein? Jerry a des fans. Et il y a un gars qui me dit, mon fils est en finance, je pense qu'il est CPA, oui. Et il commence déjà à mettre de l'argent de côté. Il dit, moi, je suis un peu plus pépère. Il dit, oui. Mais il dit, mon fils, il suit pas mal tout ce que Jerry pousse. Donc, on veut se saluer. Puis la madame, qui est une psy, qui dit que depuis la COVID, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Depuis la COVID, ça n'a aucun sens. Beaucoup de burn-out, beaucoup d'histoires. Donc, vous allez comprendre que la société, c'est pas remis plus douette avec la COVID qu'elle était. Au contraire, on a fucké la société pas à peu près. Donc, elle s'ennuie des longs aubergistes. Ouais. J'ai dit, Jerry fait plein d'affaires, son obstacle, ses affaires, il n'arrête pas. Long aubergiste dans le sens que... des longs podcasts, elle dit, il me faisait voyager. Elle dit, j'ai fait des voyages en suivant les recommandations de Jerry. Oui. Mais il y a des podcasts. Là, j'en ai moins fait dans les derniers mois. Exact, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, Jerry en fait moins, hein? Oui, parce que je manque un peu de temps. Exact, c'est ça que j'ai dit. Mais merci de les avoir écoutés. Là. Ben oui. Je vais retomber. Faut que j'arrange mes affaires. À la réunion pirate, il y en a qui m'ont parlé de Jerry l'historien aussi. Oui. Ouais. Ben, regarde. J'étais avec Claude en fin de semaine. Salut Claude. On le saluait dans un autre podcast. Julie, les autres, ils adorent. Jerry, les gens t'aiment. C'est ça que je veux dire. Oui, les gens t'aiment. Donc, on est prêt pour le boursicotage. Puis le boursicotage, il faut le dire, il y a une crowd. Puis je suis content que le jeune aime ça. Puis il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça. Oui. Puis en réalité, c'est des idées. Hein, c'est seulement des idées, mais ça en prend des idées. Je vais vous en sortir une idée qui a pas mal marché. Mais avant, le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec. C'est un rêve que vous avez. Immigrer aux États-Unis. Donc, c'est plus facile qu'on pense. Donc, votre rêve d'aller vivre là-bas, c'est possible. Acheter ou lancer une entreprise aux États-Unis peut vous qualifier pour un visa. Donc, vous contactez l'équipe à Pirate à gonaia.com. Ils vont s'occuper de vous, puis ils ont... votre idée, là, ils vont la concrétiser. Fait que c'est vraiment le taux de succès c'est pas compliqué, c'est 100%. Donc, ils vont vraiment vous aider. Pirate à gonaia.com. Là, c'est ça le boursicotage. Il faut se mettre dans... Parce que la réunion pirate la semaine dernière, c'est incroyable. Non, ça n'a pas de sens. Là. C'est des boursicoteurs aguerris. Là. Du monde qui aime... Qu'est-ce que tu veux? Il faut s'occuper un peu de notre argent.
l'argent sérieux, puis moi, je dis toujours ça, l'argent sérieux, on va voir un spécialiste. OK? On a des spécialistes. On a Yann Sénéchal, qui est un spécialiste. On l'a Daniel Lemieux, exactement ça, qui est un spécialiste. Donc, argent sérieux, on va voir un spécialiste. Mais on peut se garder. Bourse, c'est beaucoup, Dan. Voilà. Mais pour s'amuser, pour boursicoter, on peut se garder de l'argent. C'est un peu ce que les Américains font. Hein. Donc, eux autres, ils ont leur courtier pour des bons montants d'argent. Mais ils se gardent quelque chose. Ils se gardent de l'argent pour pouvoir trader. Puis des fois, tu as une idée qui te passe par la tête. Bien, souvent, des idées, ça en prend des idées. Mais les idées, tu les prends où? Bien, beaucoup de sites américains. Bon, un peu de sites canadiens, là, par-ci, par-là. Mais en français, il n'y a rien. Bon, il y a un peu d'affaires en France, là, mais je veux dire, ici, il n'y a rien en français. Là, ça n'existe pas. Là. Le boursicotage en français n'existe pas. Il y a déjà eu le canal argent, mais ça a disparu. Voilà, le canal argent, ça a duré un bout de temps, puis c'est fini. Puis le canal argent était très technique sur l'analyse technique en tant que telle, qui est très, très bien. Mais le mémérage, le placotage, ben, c'est juste moi qui le fais. Ben, c'est pas compliqué. Je comprends que le monde aime ça, parce que ça n'existe pas ailleurs. Fait que c'est moi qui défriche la patente. BRK, le buveur de coke, qui est parti. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, c'est ça. Tu sais, tu regardes, c'est drôle parce que cette année, en 2025, OK, BRK, je vais faire un chiffron, là. Berkshire Hathaway est plus 11 % en 2025. Mais le SP500, plus 15,5 %, quasiment 16 % de hausse. Hop! BRK est en bas du SP500 cette année. Il reste quoi? 17 jours de bourse en 2025. Donc, en 60 ans, OK, c'est à peu près 70 % que BRK a battu le SP500, mais pas à date, pas cette année. Donc, c'est rare, ça arrive. C'est vraiment rare que ça arrive. Puis en parlant ben, ça peut changer, là. Il reste encore des journées de bourse. Là. Ça peut changer. Mais il y a un stock mystérieux. Berkshire Hathaway a mis du cash dans un stock. Puis, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère parce que c'est rare qu'une entreprise... On l'a vu, là. Ils ont-tu mis de l'argent dans Google? BRK? Oui, ils ont mis de l'argent dans Google. Vous, Google monte. Il n'arrête pas. Mais BRK ont mis beaucoup d'argent dans Pool Corp. P-O-O-L sur le Nasdaq. Ça n'a pas eu. Le code porte très. Le code dit exactement c'est quoi la compagnie. Les piscines. C'est un des plus gros fournisseurs, distributeurs de stock de piscines. Donc, oui, tu as les équipements, les pièces, les scies, les affaires de piscines creusées, piscines hors terre, les bébelles, là, les piscines. Mais le gros de leur business, c'est normal, c'est la récurrence, c'est le stock de piscine, le chlore, toutes les affaires qui viennent pour entretenir ta piscine. C'est 80 % de la business. Pool, c'est énorme. L'affaire, c'est que BRK, au 3e trimestre de 2024, ils ont acheté beaucoup, beaucoup d'actions de Pool. Dans le coin de 345 piastres. Après ça, au 4e trimestre de 2024, ils ont acheté beaucoup d'actions encore à 364 sur les 5, en gros, en moyenne. Au début de l'année 2025, à 339, ils en ont racheté avant, au mois de mai, je pense, au début de l'été, ils en ont racheté à 302. Quand je m'en vais sur... présentement, je m'en vais sur Pool. Je fais P-O-O-L, Pool Corporation. Qu'est-ce que je vois devant moi? Ben, je vois un stock beaucoup, beaucoup plus bas. Là. Beaucoup plus bas. Combien? Mon ordi est en train de loader. OK, c'est quoi le code? P-O-O-L. P-O-O-L. Ça, c'est simple, hein? P-O-O-L. 235 et 73 à la seconde où on se parle. Attends un peu, là. Attends. Le Père Noël, lui. Berkshire. Sont 100 piastres over
en moyenne, sont 100 $ over du prix de pool qui est là présentement. Ouais. Toi, tu achètes pool là, t'es 100 $ en bas des Kingpins de Berkshire Hathaway. Pense à ça 2 secondes. Là. C'est rare, ça arrive des occasions de même. Est-ce que c'est une occasion? J'en ai aucune idée. Mais c'est rare, ça arrive. Là. Non. C'est rare que toi... Trouvez-moi un stock où ce que vous êtes 100 $ en bas de BRK. Là. Vous n'en avez pas, là. En ce moment, il y en a un. C'est lui. C'est quand même capoté pareil. Cette compagnie-là, là, je comprends, il y a une question de croissance. Cette compagnie-là, en ce moment, est en croissance. Le stock a doublé en bourse en 10 ans. Ils ont un énorme programme de rachat d'actions au-dessus de 600 millions $. Donc, la compagnie rachète de ses actions. Mais toutes ces histoires-là, BRK, rachat d'actions, les histoires, les patentes, le stock est à 235 $ baril. Oh boy! Ça m'énerve. Je vous le dis, là, il m'énerve, Pool. Est-ce que je vais l'acheter? Non. C'est pas une recommandation d'achat. C'est juste que ça m'énerve. Il m'énerve, Pool. Moi, Christophe, je peux pas croire que BRK va se faire déculotter à long terme dans un stock. Je peux pas croire ça. Eux autres, ils ont les spécialistes, là. Et c'est des équipes, là, de centaines et de centaines de spécialistes, des vrais de vrais, là, des équipes de travail. Eux autres, ils ont décidé, à un moment donné, de loader le troc de Pool. Pas une fois, pas 2 fois, 4 fois. Puis le stock continue à descendre. Et qui ça m'énerve. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'énerve. Donc, je voulais juste vous dire ça comme ça. Ça, c'est du pur boursicotage. Hey, le pic Beden, là, ça, là, c'est une statistique qui est capotée. En 2022, aux États-Unis. Bon, on dit aux États-Unis parce que les statistiques sont américaines, mais on peut mettre le Canada là-dedans. Pas les Européens. Ils sont différents, les Européens. C'est un autre continent. Il y a du monde qui ne croit pas là, que c'est un autre continent, mais oui, c'est un autre continent. C'est pas, on parle d'Amérique du Nord. Il y avait 39,9. Regarde, on va arrondir à 40. Il y avait 40 % des adultes américains. Je ne parle pas des enfants de 10 ans grossouillets. Je vous parle des adultes qui sont obèses. Ils sont gros, comme Jerry. Mais obèses, il ne faut pas avoir peur des mots. T'es gros. Bon, parfait. Donc, tu es en surpoids. Ouais, c'est ça, la manière polie de dire les choses. 40 % de gros. C'est beaucoup. Ça, c'est 2022. Mais là, on regarde 2025. On est rendu à 37 % de gros. OK. 7,6 millions d'obèses de moins. C'est quoi ça? Ouais. Le pic Beden. L'effet l'ISO. Ah oui, c'est sûr. C'est carrément ça. Là. Le GLP-1, espèce de molécule qui, en fin de compte, parce que on connaît les histoires, là. Tout le monde connaît les histoires. Là. Il y a une histoire que vous ne connaissez pas, mais on connaît toutes les histoires. Ozempic, Ozempic, c'est pour les diabétiques, mais tu as le Wegovy pour... Ça, c'est Novo. Ça, c'est Novo. Les Européens, les Danois. Wegovy. Ça, le Wegovy, c'est pour maigrir. Lilly, c'est le Mounjaro qui est pour les diabétiques et le Zepbound qui est pour maigrir. Puis tu regardes, mettons, cette année, Lilly a pris 30 % en 2025, tandis que Novo a perdu 45 % en 2025. Wow! Wow, je sais pas ça. Ben, la raison est simple. Sur le terrain, Zepbound, donc la vente de Zepbound a complètement déclassé Wegovy. Complètement déclassé Wegovy. Puis il y a des histoires aussi de production, de prix, puis une chicane, puis une patente. Donc, Lilly a clenché Novo. Présentement, parce qu'on s'entend-tu que Novo, quand il y avait juste l'Ozempic, ils ont-tu passé à gratte, eux autres? Non, le stock est allé dans la stratosphère. Mais avec le temps, tu avais les dérivés de ces médicaments-là pour maigrir, justement. Mais ceux qui lisent mon Substack, il
faut en parler parce qu'il y a des petits trésors dans mon Substack. Il faut en parler, c'est sûr. Ça veut dire, j'ai reçu des messages, des messages pop, là, un derrière de l'autre présentement. Là. Parce qu'il y a du monde en ce moment qui sont en train de danser la samba. Ah ouais? Où ils vont passer un très beau Noël. Ou peut-être qu'ils vont prendre une semaine de plus en vacances. Ou peut-être tout simplement, ils vont aller manger une bonne bouffe au restaurant. C'est-à-dire, ils vont aller se gaver chez Dixili, plein de poulet, plein de bonne bouffe, bonne pizza. Parce qu'il y a du monde qui font le Christophe de Passe présentement. Il y a un stock qui prend 100% en bourse. En ce moment, si tu regardes le marché américain, la méga star du jour, c'est Structure Thérapeutique. GPCR sur le Nasdaq. Mais qui a parlé de structure thérapeutique? C'est qui qui en a parlé? C'est qui? Qui en a parlé? Faut bien se vanter un peu. Pas souffler dans la trompette. C'est moi le trader, c'est moi le boursicoteur numéro 1 de la place. Je vous le dis, là, personne ne peut m'accoter. Puis j'ai pas peur de le dire. Moi, je suis quelqu'un de très humble dans la vie. Oui. Et pour le trading, j'ai aucune humilité. C'est moi le king. C'est toi le meilleur. Je suis le top. Amène-moi-en un. Amène-moi-en un. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Qui a fait un texte sur structure thérapeutique? Qui? C'est qui? C'est moi. Quand? Le 15 septembre. Ah, t'as peu. Quand? Pas le 15 septembre l'année passée, le 15 septembre cette année. Parce que moi, j'ai fait un texte qui expliquait de A à Z qu'est-ce qu'il y avait présentement, tu sais, sur le marché, telle affaire. Et j'avais dit que structure thérapeutique sont vraiment watchés. Là. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils travaillaient sur une phase 3 d'une pilule. Une pilule, une petite granule. C'est ça, le titre de mon texte, c'est ça. Une pilule, une petite granule. Donc, eux autres, ils travaillent sur le GSBR-1. On s'en fout de la patente. Mais l'affaire, c'est que c'est oral. Et quand tu prends le médicament par rapport à un placebo, tu fonds. Donc, Jerry, lui, qui prend la pilule, puis Mr. White, il ne prend pas la pilule. Mais Jerry, en dedans de 6 semaines, tu vas dire Jerry est donc bien maigri. C'est-tu extraordinaire? Le stock prend 100% en bourse aujourd'hui. Boum! Explosion. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment, puis c'est pas moi qui le dis, c'est le CEO de la compagnie de structure thérapeutique. À peu près 200 employés, cette compagnie-là. Il y a un beau petit texte là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le CEO? Il dit en ce moment, c'est nous autres. Il dit, c'est nous autres. Ils appellent ça best class. Là. C'est nous autres en ce moment qui a la pilule la plus avancée sur le marché. Donc, quand on va être. Ils sont en phase 3. Là, c'est des résultats qui sont sortis ce matin. 100% de hausse. Boum! Le potentiel est inimaginable. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? En ce moment, le stock a pris 100%. Là. On ne peut pas recommander un stock qui a pris 100%. Tout ça, on n'en fait pas de recommandation. Mais je veux dire, c'est sûr que cette entreprise-là, mon feeling, je dis ça de même, je dis ça. L'expression québécoise, je dis ça, je dis rien. Moi, je pense qu'ils vont se faire ramasser par un plus gros. Un Lily de ce monde ou un autre gros Monster qui vont les ramasser. C'est sûr. C'est garanti. Donc, ceux qui ont lu mon Substack, parce que c'est plein de lectures, puis c'est plein d'idées. Bien, à travers ces idées-là, il y en a qui, peut-être qui ne font pas votre affaire, il y en a qui font votre affaire. C'est juste donner des idées. Mais j'ai moi qui ai émis l'idée que cette compagnie-là pouvait être vraiment, vraiment dangereuse. Et aujourd'hui, ça a fait un gros boom, un gros 100% sur le marché. Peux-tu dire de quoi par rapport à ça? C'est que moi, vous savez ce que j'en pense de ces pilules-là. Là. On peut jamais dire jamais dans la vie, là, mais moi, je ne prendrais jamais ça. Une pilule pour faire maigrir. Oui, parce que c'est ça, c'est le rêve de toujours. Hein? Non, je le sais, mais moi, je pense que puis j'en connais qui en prennent, by the way. Puis je les juge pas nécessairement. Là. Sauf que pour moi, c'est pas ça vraiment la solution pour maigrir.
Parce que moi, je pense qu'il y a un raccourci là-dedans, puis je pense qu'on ne sait pas tout de ce qui peut arriver avec ça. Mais il n'y a pas justement un danger là-dedans, dans le boursicotage, comme maintenant ils trouvent de quoi, puis qu'ils disent oui. Ça peut tomber bien vite. Là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a du danger pour tout. Non, pas nécessairement. Là. Ben oui, mais non, dans le sens que si tu vas en bourse. Non, ça je le comprends. Là. En bourse, ça je le comprends. C'est ce qui marche aujourd'hui. Peut-être que demain, Nvidia, il est à un concurrent de plus exister. Là. Oui, c'est ça. Nvidia est à un concurrent de cracher. Là. Ça, c'est sûr. C'est ça le marché, dans le sens qu'il y a beaucoup de spéculation. Puis, veut pas, ben, il y a des médicaments qui sont... Mais je vais me faire, juste en 30 secondes, on va me faire le défenseur de ça. OK? Tu sais, il y en a rendu à 50 ans, 60 ans, 40 ans. Ils ont essayé toute la gang, les calices de régime. Ils ont eu un coach privé. Ils ont tout fait. Ils ont arrêté de boire. Ils n'en mangent plus de dessert. Les Chris sont encore 150 livres overweight. Mm-hmm. Le médecin te dit, si tu ne maigris pas, tu ne te rendras pas à 75. Tous les gros que vous voyez, soit qu'ils se sont fait brancher l'estomac, ou soit qu'ils ont embarqué sur le LGP1, pas tant de choses. C'est pas compliqué. Là. Il y en a 1 sur 1000 qui maigrit par lui-même. 1 sur 1000. Ouais. Ben, c'est ça. Ça n'existait pas dans le temps. Et moi, j'ai déjà perdu 80 livres. C'est-à-dire, j'ai déjà perdu 80 livres dans ma vie, moi. Là. C'est comme ma blonde m'a connu, moi. J'étais un grand mince. J'étais un grand mince, là. Mais c'est avant d'être grand mince, j'étais un plus toxon. Ben, regarde, je ne veux pas être déplaisant. J'ai perdu 80 livres par moi-même, sans aucun médicament, sans me faire brocher la panse, sans me faire rien. Là. Non, mais je veux dire, c'est normal. C'est le normal de la vie, c'est ce qu'on parle là. Oui, je sais. Oui, mais je comprends ce que tu dis, Mr. White. Là. Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Sauf que, tu sais, Jerry, là, si on est honnête, là, ou toi, peut-être tu voudrais perdre du poids, là, c'est extrêmement difficile rendu à un âge parce que notre système... Tu sais, oui, j'ai été au gym. Oui, si, mettons, à 30 ans, tu te dis, mettons, ta grandeur, je suis à 220 livres, je reste à 220. Tu le fais à 30 ans, bon, probablement que tu vas prendre un 5, un 6, un 10 avec les années. Mais une fois que tu as pris le poids que tu as à prendre, puis que tu as franchi 50 ans ou 45 ans à peu près, parle à n'importe quel médecin, c'est quasiment impossible. Ça fait quoi la pilule? Ben, la pilule, elle coupe l'appétit, c'est pas compliqué. Ben, elle te coupe l'appétit. En réalité, c'est ça qui n'est pas normal. Je comprends ton point. Ça, je comprends. Ça joue sur ton histoire d'insuline puis les patentes. Ça joue là-dessus. Là. Si tu n'as pas de... Dans la vie, là, mettons que tu n'es pas malade, mais tu n'as pas d'appétit, tu es malade. Si tu n'as pas d'appétit, tu es malade. Ce qui arrive, c'est que le lien, à la base, cette molécule-là, si on peut dire, là, OK, là, servait aux diabétiques pour les maintenir en vie. Là. C'est ça l'histoire. Oui. Bourré de diabète, à un moment donné, Christophe, tu vois plus clair, t'es foutu dans la vie. Là. C'est que là, le médicament servait à ça. Et là, en te donnant ça comme médicament aux diabétiques, ils ont vu les effets, justement, les effets amaigrissants. Et c'est là qu'ils ont poussé la machine encore plus. Et c'est là que, plus tard, les Novo ont sorti des médicaments, comment dire, secondaires. Ozempic au début, après ça, médicaments secondaires au Wegovy. Mais c'est la même molécule travaillée différemment. C'est ça, ils ont déterminé qu'être gros, c'est rendu une maladie. Fait que si être gros, c'est une maladie, ben là, ils vont donner un médicament parce que en réalité, t'es gros. En général, t'es gros parce que tu manges trop et t'es un gros. Non, mais c'est pas une maladie, c'est un état. Il faut faire la différence entre les deux. Mais si tu as 7,6 millions d'obèses de moins, ça veut dire c'est quand même bien, non? Je sais pas. Ça dépend. Est-ce qu'ils vont être malades plus tard? Je sais. Moi, je pense qu'on ne sait pas tout. Là. Présentement, écoute, je ne veux pas embarquer dans...
Parce que moi, présentement, ce que je pense, c'est comme bien des affaires. Il y a beaucoup de monde là-dedans qui vont servir un peu de cobaye, puis éventuellement, ils vont savoir vraiment. Ça se peut que ce soit parfait, cette pilule-là. Regarde, on m'a dit. Non. Il n'y a pas de. Tous les médicaments ont des side effects, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tant mieux. Je le souhaiterais que ce soit quelque chose qui offre rien de trop secondaire, puis que ça fait juste comme la personne en mange un peu, puis finalement, elle n'a plus faim. Là. Si c'est juste ça, tant mieux pour eux. On va dire de quoi. Le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. Acheter une franchise peut vous qualifier pour obtenir un visa et vous installer aux États-Unis. C'est votre rêve de vous installer là-bas. Donc, on peut être franchisé, justement. Avec un taux de succès à 100%, NAIA sait comment vous aider dans votre projet. Donc, on contacte l'équipe à pirate@gonaia.com. Ben voilà pour le boursicotage, c'est fait. Ça veut dire que la semaine est lancée pour vrai, là. Oui. Ah oui, on est là pour vrai. Fini le week-end, fini. Il y a une petite boîte. Pirate. Radiopirate.com. Next.